Madame Brigitte Macron, je vous remercie de votre présence ici. Madame la préfète, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente représentant monsieur le président du conseil départemental, madame la conseillère municipale représentant monsieur le maire d'Angoulême, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, monsieur le délégué général du festival FFA, monsieur le réalisateur Jacques Doyon, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs les intervenants partenaires invités de cette manifestation, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette juridiction pour cette conférence débat sur le thème de l'enfant en danger au nom de tous les membres de cette juridiction, c'est-à-dire les magistrats du siège dont je fais partie, les magistrats du parquet représentés par madame le procureur et tous nos greffiers qui sont des petites mains de cette tribunal et sans qui on ne peut pas travailler, les fonctionnaires et maintenant les agents contractuels de la fonction publique. Je ne suis pas très habituée à ce protocole puisque je ne suis pas la présidente de cette juridiction. Je remplace notre président qui est parti à d'autres fonctions, notre nouvelle présidente arrivant la semaine prochaine. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. J'ai été nommée pour remplacer le président parce que je suis la plus ancienne dans cette juridiction. La durée de vie d'une magistrate est pas très élevée. Je suis là depuis 7 ans, je ne suis pas encore un ancêtre, même si mes collègues me considèrent un peu comme ça, et je vais bientôt partir à Bordeaux. Je vous remercie. Je suis très touchée. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on est deux à être anciennes ici, moi et ma collègue juge des enfants, et que je pense que ça aurait été pertinent que ma collègue juge des enfants présente cette conférence à ma place. Malheureusement, on est très peu cette semaine, elle est seule juge des enfants et elle officie dans la salle à côté. C'est un travail sérieux, et donc son travail a pris le pas sur cette présentation. Donc c'est moi qui suis chargée de vous accueillir. Je suis quand même magistrat, même si je n'ai jamais été juge des enfants. Et c'est une problématique à laquelle on est confronté, la minorité, qu'elle soit en danger ou qu'elle soit, je dirais, agressive, qu'elle soit auteur, auquel nous sommes confrontés, quelles que soient les fonctions qu'on occupe. Je vais essayer de vous expliquer ce que je fais pour que vous puissiez comprendre. Je suis magistrat civiliste, c'est-à-dire que je m'occupe de fonctions dans lesquelles le parquet n'intervient pas. Je règle des litiges entre des parties privées. Donc ça peut être des conflits de voisinage, les divorces, de la construction. C'est un métier dans lequel je suis plus préservée des émotions violentes que ma collègue juge des enfants. Et pourtant, dans le cadre de ces fonctions, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des enfants en danger. Dans le cadre du JAF, on rencontre souvent des enfants en danger, mis en danger par la violence de leurs parents, qui est parfois verbale et qui peut les mettre en danger, mais aussi par la violence physique. Même si les enfants ne sont pas directement victimes de la violence de leur père, ils sont victimes du fait de voir que la façon dont leur père résout les conflits avec leur mère est en leur tapant dessus. Donc ça, c'est la première fois où j'ai pu m'apercevoir de la violence que subissaient les enfants dans le cadre de mes fonctions. Évidemment, j'ai été souvent confrontée à la violence sexuelle qui agit sur les victimes, qu'elles soient d'ailleurs filles ou garçons. Les garçons ne sont pas forcément protégés, contrairement à ce qu'on croit. En tant que vice-présidente, j'ai été JLD, c'est-à-dire que le week-end, je dois mettre en détention provisoire, dans le cadre d'une instruction notamment. On me demande, et je statue sur la détention provisoire de majeurs en général, et le week-end dernier, j'ai eu l'occasion de statuer sur un mineur de 15 ans qui était placé en foyer depuis ces 6 mois. C'est des choses qui sont extrêmement violentes et pour le magistrat que je suis, évidemment pour le mineur, dont la maman convoquée n'est pas venue à l'audience. Je ne peux pas parler de ce type de dossier puisque c'est des dossiers en cours, mais c'est pour vous dire que l'enfance en danger ou l'enfant en danger est un thème que l'on a au quotidien, qu'on étudie à l'école depuis le premier jour et auquel on est confronté jusqu'à notre départ à la retraite. Ce n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère. L'actualité est riche en ce qui concerne l'enfant en danger avec la réforme de la procédure pénale dont Madame le procureur vous parlera peut-être, et surtout tous les sujets médiatiques avec les mineurs qui sont mis en cause en tant qu'auteurs ou victimes. La difficulté étant souvent que la victime devient auteur, l'auteur devient victime, et c'est ça qui est une vraie difficulté dont ma collègue juge des enfants aurait pu vous parler mieux que moi. J'espère que ce thème sera sujet de débat. J'ai assisté à plusieurs débats ici dans le cadre du FFA, qui ont été toujours très enrichissants, mais surtout très émouvants. Je me rappelle d'un débat sur l'euthanasie dont le niveau était extrêmement élevé. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera la même chose, et je le souhaite. J'espère que ce ne sera pas que consensuel et qu'il y aura des débats sur la façon de traiter nos victimes, nos auteurs et nos mineurs. Je me tourne vers Madame Florence Obnas pour mettre son grain de sel dans le débat, je n'en doute pas. Et je vais donner la parole à Madame le procureur.
Alors, si vous me le permettez, je vais commencer par remercier Madame Goumillou d'avoir joué le jeu de cette présentation, de m'avoir aussi économisé cette litanie protocolaire qui est très attachée au monde judiciaire sur les présentations, mais qui a aussi son importance. Madame Brigitte Macron, Madame la préfète, Monsieur le sénateur, Monsieur le délégué général du Festival du film francophone d'Angoulême, Mesdames et Messieurs les hautes autorités, Monsieur le réalisateur Jacques Doyon, parce que si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est autour de votre film, Monsieur le bâtonnier, puisque le barreau est à l'initiative de cette conférence, Mesdames, Messieurs, bien évidemment, je m'associe au mot d'accueil de Madame Goumillou et souhaite à mon tour la bienvenue à l'ensemble des participants à cette manifestation, les intervenants, bien évidemment, les invités, mais aussi les partenaires et les festivaliers, parce qu'effectivement, c'est un plaisir de vous voir dans cette salle venir échanger, venir partager sur ce sujet. Cette année, et pour la première fois en ce qui me concerne, la juridiction renoue avec son traditionnel accueil du festival au sein du Palais de Justice, tradition à laquelle nous avions renoncé l'an passé, à regret, à cause de la crise sanitaire. Alors on peut dire qu'aujourd'hui tout n'est pas optimal, mais nous avançons pas à pas. Et c'est vrai que c'est donc avec envie, entrain, que nous avons répondu favorablement au souhait du barreau de la Charente de venir organiser son événement FFA au sein de la juridiction avec la tenue de cette conférence débat. Pour cette reprise, après un an d'arrêt, le sujet effectivement est de taille. C'est un sujet grave, c'est un sujet souvent douloureux, c'est un sujet par rapport auquel nous en sommes convaincus, les enjeux sont incontestables. Aujourd'hui, c'est aussi un sujet qui nous réunit et qui nous invite à la réflexion et à la mobilisation. J'en veux pour première preuve le nombre de personnes qui ont répondu favorablement à votre invitation, Monsieur le bâtonnier, pour assister à cette conférence. Et aussi, si vous me le permettez, Madame Macron, j'en veux l'honneur de votre présence lorsqu'on sait votre intérêt et votre investissement dans le domaine de la protection de l'enfance, dans le domaine de la lutte contre les inégalités, contre la précarité, parce que l'on sait bien de nos places respectives que tout ça est en lien et a forcément des incidences sur la manière dont on traite et dont on suit, dont on accompagne nos enfants. Je terminerai ces propos introductifs pour laisser la place au film et aux intervenants en vous confiant que pour le procureur que je suis, l'enfant en danger évoque trois choses, plus ou moins personnelles d'ailleurs. La première chose que cela évoque, c'est que cet enfant en danger, c'est une personne particulièrement vulnérable, ce qui, pour certains d'entre nous, a pu motiver des choix de carrière. Et c'est mon cas notamment, même si j'ai un peu dévié de cette fonction qui a été évoquée, juge des enfants, pour devenir procureur de la République, mais cette nécessité de protéger les plus faibles est au cœur, souvent, de la préoccupation des magistrats. C'est ensuite, et ça a été évoqué par Mme Goubignon, une des réalités du quotidien d'un parquetier. Les partenaires locaux présents aujourd'hui dans la salle pourront en témoigner. Ces enfants en danger sont au cœur de nos préoccupations, de nos points de vigilance tout au long de l'année de l'exercice professionnel qui est le nôtre. Cela a été particulièrement vrai, il faut le dire, ces derniers mois avec la crise sanitaire, où les focus, notamment en lien avec les services de la préfecture, ont été mis sur ce sujet. C'est enfin et surtout, sans doute, l'affaire de nous tous. Et j'en terminerai par ça, parce qu'effectivement, je pense que c'est autour de cet intérêt commun pour l'enfant en danger que ce film nous réunit. C'est en tout cas ce qu'il a révélé, de mon point de vue, la possibilité d'interagir ensemble par la protection, par l'éducation, par l'intervention, par la répression aussi parfois, pour nous donner des outils, des leviers et devenir des acteurs, tous, de la protection de l'enfance. Je souhaite que vous passiez les uns et les autres un agréable et constructif moment au cours de cet après-midi et je vous cède bien volontiers la parole, Monsieur le bâtonnier, pour l'ouverture de cette manifestation. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Charente, j'ai tout d'abord la grande satisfaction d'accueillir dans nos rangs
Madame Brigitte Macron, qui, comme vous le savez, est l'épouse de notre chef de l'État et qui a bien voulu consacrer quelques heures de son temps à notre manifestation annuelle à l'occasion du Festival du film francophone. Chacun connaît l'implication de Madame Macron dans tous les problèmes relatifs non seulement à l'éducation, mais à l'enfance en général et plus particulièrement à la protection de celle-ci. C'est donc un grand honneur que vous nous faites, Madame, d'être présente aujourd'hui, et c'est donc avec la plus grande joie que je vous remercie au nom de notre barreau d'être présente parmi nous aujourd'hui. Je dois remercier tout aussi vivement les personnalités qui ont fait l'effort d'assister à cet événement, tels que Madame la préfète, Monsieur François Bonneau, sénateur de notre département, Madame Villiers, vice-présidente du conseil municipal d'Angoulême et en charge des... Madame Faure, excusez-moi, j'ai fait une confusion, vice-présidente du conseil départemental et en charge des questions de l'aide sociale à l'enfance, tout comme Madame Faure, qui fait partie du conseil municipal d'Angoulême. Je remercie également Madame la présidente, par intérim, et Madame la procureure de nous avoir fourni les moyens de vous accueillir aujourd'hui. Je remercie enfin tous les invités qui ont fait l'effort également d'être présents, ainsi que tous mes confrères qui participent ou s'investissent dans cette manifestation. Depuis plus de 10 ans, notre barreau, en lien avec le FFA, organise à l'occasion du festival une conférence débat en rapport avec un thème de société et en lien avec un film projeté dans le cadre du festival. Les sujets et les thèmes abordés ont été divers et variés au fil des années. Ça a pu être la francophonie, ça a pu être la fin de vie, ça a pu être l'œuvre de justice, ça a pu être la pédophilie, etc., etc. Chaque manifestation a été à l'origine de débats particulièrement intéressants, particulièrement enrichissants, qui ont permis de débattre dans une ambiance apaisée, si j'ose dire, de questions qui sont notre quotidien à tous. Aujourd'hui, c'est ce qui vous a été rappelé par Madame la Présidente et Madame la Procureure, c'est l'enfant en danger qui est au centre de cette conférence débat. Alors c'est un thème qui nous intéresse bien entendu chacun comme citoyen dans notre vie courante, dans nos actions, le cas échéant, auprès de nos enfants ou de nos petits-enfants, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre des informations que nous recevons et qui nous sont prodiguées. De la sorte, c'est Monsieur Nicolas Battu, journaliste au Point, qui va se charger de l'animation du débat qui va suivre dans les minutes qui viennent, après une projection d'un court extrait du film de M. Jacques Doyon qui est projeté dans le cadre du festival du film francophone. À cette occasion, vous seront présentés les différents participants à cette conférence débat. Je n'en aurais pas fini sans remercier Dominique Bénéard, dont nous connaissons l'implication et l'attachement au festival à l'origine duquel il se trouve et sans lequel nous n'aurions jamais été là aujourd'hui. Et enfin, à titre personnel, je tiens à remercier mes confrères, et en particulier le bâtonnier Béthune de Moreau, qui a consacré tout son temps et toute son énergie avec un certain nombre de mes confrères pour que cette journée soit une parfaite réussite. Je vous remercie donc tous de cette attention pour ces quelques mots et je vais donc, après la diffusion de ce film, donner la parole à Monsieur Battu.
avec sa mère. Elle va lui demander de venir et grouille. Fais vite, cours. Grouille. Tu devrais aller voir Kevin. Moi, j'ai rien à lui dire. C'est à lui de venir s'il a quelque chose à me dire. Et s'il arrête de m'embêter. Allez, Betty, comme ça s'arrange. Oui, au moins, il y aura plus d'histoire avec sa mère après. Allez, fais vite, là. Elle grouille, là. Plus qu'un jour avant ta classe. Alors? Qu'est-ce que t'as? T'as rien fait? Un bisou. Sur la bouche. Laisse-moi tranquille, t'es mon amoureuse. Je vais te montrer comment on fait, Kevin. Viens là. Et que ça saute là. Vas-y, mets-toi là, toi. Ah, je sens la boue. Et tu deviens mon amoureuse. Et je te laisse. C'est ça la base, Kevin. D'accord. Allez, c'est bon, et que ça saute. Allez, viens. Un bisou sur la bouche et après je te lève. Et moi je veux pas t'embrasser et tu me parles à 1 mètre. Normalement moi je te pousse par terre et je te donne un grand coup de pied. Alors vas-y. Non, je veux pas. Et je vais dire un truc mais pas à côté des autres. Jeanne, viens là Jeanne. Avec vous. C'est parce que je te trouve belle. C'est pour ça. Alors, tu m'embrasses et tu es mon amoureuse. Si moi je veux pas t'embrasser. Sérieux? Tu vas voir. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Non. Arrête. Tu vas voir si tu l'ouvres ta petite bouche. Viens, Kevin. Je veux plus aller à l'école en robe. Voilà, la cour est constituée. Nous allons pouvoir ouvrir les débats. Bonjour à tous. Le 14 mai dernier, Marjorie, 17 ans, était mortellement poignardée à Ivry-sur-Seine. Elle était intervenue pour défendre sa petite sœur, victime de harcèlement sur les réseaux. Son meurtrier présumé a tout juste 14 ans. Il dort aujourd'hui en prison. 2 mois plus tôt, Alisha, 14 ans elle aussi, a été rouée de coups et jetée dans la Seine à Argenteuil. 2 de ses camarades ont été mis en examen pour assassinat et écroués à leur tour. Ils venaient d'être exclus du collège pour avoir diffusé sur Snapchat une photo d'Alisha en sous-vêtements. Et puis, le 18 août, un adolescent de 14 ans a été abattu par une arme de guerre à Marseille. 2 autres mineurs, dont un de 8 ans, ont été grièvement blessés. L'actualité, vous le voyez bien, illustre douloureusement notre débat. L'enfance en danger, organisée effectivement par le barreau de la Charente et autour du film de Jacques Doyon, qui nous fait l'honneur d'être là et dont le film CE2 a été projeté ce matin dans le cadre de ce festival. Alors les enfants sont-ils plus en danger aujourd'hui qu'hier? Les menaces qui pèsent sur eux ont-elles évolué? Qu'attendre du nouveau code de la justice des mineurs qui entrera en vigueur, je crois, à la rentrée? Est-ce que l'esprit de l'ordonnance de 45, qui considérait que le mineur délinquant était aussi un enfant qu'il fallait protéger, eh bien, est-ce que l'esprit de cette ordonnance demeure? Il y a plein de questions que nous allons poser à nos invités. Jacques Doyon, d'abord, donc réalisateur du film CE2 et puis de bien d'autres chefs-d'œuvre. Morgane Schimpf, qui est à ma gauche, maréchal des logis chef. Vous êtes affecté à la
communauté de brigade et vous êtes une enquêtrice spécialisée dans la prise en charge des mineurs. Nous avons Madame la vice-procureure de la République du tribunal judiciaire d'Angoulême, Madame Élise Bozolo, et vous suivez, je crois, au parquet notamment eh bien, les dossiers qui mettent en cause ou dont les victimes sont des mineurs. Maître Virginie Morneau, avocat au barreau de la Charente, présidente du Centre d'information des droits de l'enfant, vous défendez de nombreux enfants. Et puis ma consoeur admirable, Florence Aubenas, journaliste au Monde, écrivaine, la connue de la Poste, son dernier récit, son dernier livre saisissant, connaît un grand succès. Alors, je me tourne d'abord vers Jacques Doyon, à qui je tends le joli cône. Jacques, comment vous est venue l'idée de traiter ce sujet pas fastoche, me confiez-vous dans un entretien au Point, il y a quelques jours, du harcèlement et au-delà des violences que les enfants peuvent exercer les uns envers les autres? Ça n'a pas été le premier point. Le premier point, c'était de revenir à l'enfance. J'avais fait quelques films sur l'enfance, mais il y avait 20 ans que je n'y étais pas retourné. Et par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 30 ans, si on pense à des enfants plus jeunes, des 7 ans, des 8 ans, la question de quel est le sujet sur lequel on peut essayer de travailler avec plein de guillemets, c'est évidemment le harcèlement. S'il n'était pas vrai il y a 20 ans, peut-être. Enfin, ça ne m'a jamais traversé l'esprit il y a 20 ans, il y a 30 ans, et il y a un siècle. Donc, le harcèlement était là. Si ce n'est que, il me semblait que le harcèlement est plus spectaculaire, si j'ose dire, pardon pour ce qualificatif, du côté du collège, mais qu'il existe, peut-être même statistiquement en plus grand nombre, peut-être, du côté de l'école primaire. On peut aussi parler du harcèlement, peut-être, à l'école maternelle. Mais donc je me disais que 7-8 ans, j'avais envie de revenir, et que le harcèlement, justement, sur cette tranche d'âge, fonctionnait bien, parce qu'on avait tendance à parler toujours de ces horreurs de fin de harcèlement, alors que du côté du primaire, on avait tendance à l'évacuer souvent. Voilà. L'autre chose aussi était très rapidement, et ça on y reviendra certainement par la suite, de se dire qu'il n'y avait pas une seule victime, mais qu'il y avait certainement 2 victimes. Alors justement, hein, c'est un film sur le harcèlement, mais pas seulement, c'est un film sur l'enfance. Et le grand mérite du film est de s'intéresser autant à la figure de la petite fille harcelée, Claire, que de son harceleur, Kevin. Selon vous, qui est la vraie victime, finalement, dans le film? Je vous le disais, ce sont les deux. Il y en a une qui est certainement victime et qui du coup de la souffrance, on sait depuis plus longtemps, c'est le harceleur, qui est peut-être un ancien harcelé, parce qu'on s'aperçoit aussi, et on entendra certainement beaucoup cet après-midi, que souvent, les harceleurs sont d'anciens harcelés. Mais ça me paraissait difficile de ne traiter que du harcèlement côté fille ou garçon harcelé. Que le harcèlement, c'était l'un et c'était l'autre, et que c'était pas simple. Alors, l'une est harcelée par un petit garçon de son âge, et l'autre est harcelée par la vie, par son déterminisme social, par ses parents, d'une certaine manière, en tout cas. Par tout ça, on sait bien, c'est une évidence aujourd'hui d'entendre que, depuis longtemps d'ailleurs, d'entendre que les adultes qui frappent leurs enfants sont souvent des enfants qui ont été frappés. Il faut se rendre compte qu'effectivement, du côté du harcèlement, c'est exactement la même chose. Là, encore une fois, on revient, je ne comprends pas tout à fait votre question, on revient à la question du harceleur qui souvent est en souffrance et depuis on ne sait combien de temps, et chaque cas est différent évidemment,
Et là, il y a un enfant qui, évidemment, ne va pas bien. En même temps, je ne voulais pas faire un film seulement sur le harcèlement, et seulement sur un harcèlement qui se terminerait de façon catastrophique. Donc, j'ai toujours voulu échapper à ça, et surtout avec les enfants. Et donc, j'ai échappé, même si je ne suis pas certain que... Mais, encore une fois, du primaire, il n'y a... Ça peut exister, mais en moindre nombre, ces catastrophes d'enfants qui décident de mettre fin à leur vie. Alors, Madame Schimpf, maréchal des logis chef Schimpf, vous êtes enquêtrice spécialisée, on le disait, dans la prise en charge des enfants, des mineurs, qu'ils soient délinquants ou victimes, je pense. D'abord, est-ce que vous avez vu CE2 ce matin et qu'en avez-vous pensé? Et je vous pose la même question, selon vous, qui est la vraie victime du film? En tout cas, quel est le mineur le plus en danger? Eh bien, effectivement, je suis assistée à la projection du film ce matin même, donc de Monsieur Jacques Doyon, qui était criant de réalité, notamment de par les réactions et les attitudes des victimes, des mineurs, mais également de l'environnement. Donc j'entends parler des parents, mais le système éducatif qui est également inclus et visible dans le film. À mon sens, je peux recenser 2 victimes. Donc la petite Claire, qui effectivement subit le harcèlement de Kevin, mais également Kevin, qui lui-même a été, donc plus jeune au moment de la maternelle, victime de certainement atteintes sexuelles qui sont d'autant plus graves que de ce qu'on peut voir de Claire. Donc c'est là tout le reflet de ce qu'on peut travailler au quotidien au niveau d'une brigade de gendarmerie, c'est-à-dire partir sur un fait qui est de nature de harcèlement et découler sur des thématiques qui sont beaucoup plus graves, et notamment en matière d'atteinte sexuelle, ce qui est notamment mon domaine de travail, on va dire. Alors, quelle est la singularité d'une enquêtrice qui intervient avec des mineurs, avec des enfants? Est-ce qu'il y a une méthode particulière, une écoute plus attentive, des questions différentes qui leur sont posées? Comment est-ce qu'on travaille avec eux? Est-ce que les auditions sont enregistrées? Je crois que c'est dans la loi maintenant. Tout à fait, il y a une procédure particulière. Alors déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut avoir cette fibre, parce qu'il faut un contact rassurant, il faut lier ce lien de confiance avec le mineur pour qu'il puisse se livrer, et qu'on puisse travailler derrière d'un point de vue pénal et apporter des éléments matériels qui permettront de constituer les infractions et donc de poursuivre l'auteur en justice. Au niveau de la particularité l'état de vulnérabilité de cette victime qui est mineure et qui donc a une fragilité particulière, il y a une procédure qui est mise en place, ce qu'on appelle une procédure Mélanie. Mélanie, parce qu'elle porte le nom de la première victime qui a bénéficié de ce processus. Donc en fait, il s'agit d'un entretien et non pas d'une audition. Donc c'est un dialogue entre un enquêteur qui était spécialement formé, qui s'entretient avec un mineur donc dans une salle spécialement dédiée, qui enregistre et filme l'entretien, ce qui permet de ne pas faire répéter le mineur, de le sécuriser et de ne pas avoir cette barrière d'écran qu'il y a conventionnellement entre un enquêteur et une victime, ou un enquêteur et un agresseur. Cette salle ressemble à une chambre d'enfant avec des couleurs douces, de manière à le rassurer. Il y a une présence de jouets également qui permettent de matérialiser, parce que pour les plus jeunes, la parole n'est pas forcément le premier moyen de communication. Donc il y a des jeux, il y a des dessins qui permettent également d'apporter des éléments qui ne seront pas verbalisables par le mineur victime. Au niveau des enquêteurs spécialisés, ils vont avoir une approche beaucoup plus posée, avec un vocabulaire adapté, forcément, du fait de l'âge de la victime, des questions ouvertes, de manière à ne pas orienter les réponses du mineur. Et après, vous me le demandiez, c'est par conviction qu'on fait ce métier, parce qu'il y a une certaine charge psychologique de ce qu'on peut entendre lors de ces entretiens. Alors vous écoutez, vous entendez les victimes, mais vous arrive-t-il aussi d'entendre des mineurs délinquants ou criminels présumés, notamment dans des affaires d'agression sexuelle, mais pas seulement? Est-ce que là aussi les méthodes sont différentes? Alors là encore, du fait de sa minorité, l'audition est filmée. Après, la méthode,
La nature des faits nécessite qu'on soit tout aussi précis qu'avec un adulte sur le déroulement, sur sa personnalité, sur sa prise en charge. Il n'y a pas de procédure particulière à proprement parler pour la prise en charge d'un auteur mineur, mais la réponse pénale, elle, se fait ressentir de par la juridiction compétente. Et dans les affaires que vous avez eu à traiter, est-ce que vous avez pu vérifier ce que pense Jacques Doyon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Si on est harceleur, c'est qu'on a été ou harcelé ou maltraité, et si on est violent, c'est qu'on a soi-même subi des violences. Est-ce que malheureusement vous constatez ce déterminisme, cette fatalité? On a déjà pu faire ce constat à plusieurs reprises. Après, c'est pas une généralité non plus, parce que les faits peuvent venir de l'extérieur, de personnes qu'on ne connaît pas, d'agresseurs qui croisent simplement la route, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un schéma qui a tendance à se répéter. Alors, je me tourne vers Madame la vice-procureure. D'abord, est-ce que vous avez vu CE2 ce matin? Qu'en avez-vous pensé? Et selon vous, qui est la vraie victime? Il ne s'agit pas d'établir de hiérarchie, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que les deux, finalement, à leur façon et dans leur propre histoire, récit familial, sont toutes les deux victimes? Alors, je n'ai pas vu le film ce matin, je l'avais vu au début du mois d'août. Et je voulais remercier M. Doyon pour l'extrême justesse. Ça fait du bien de retrouver de la complexité, de la finesse dans des personnages qui sont ni tout noirs ni tout blancs. Et moi, c'est vrai que j'ai été touchée aussi par ces parents de Kevin qui aiment leur enfant. Mais est-ce que c'est suffisant d'aimer son enfant pour être un bon parent? Et ben oui, effectivement, il y a deux victimes dans ce dossier qui partent pas avec une égalité des chances, parce que finalement, Claire, elle a la chance d'avoir des parents, une maman qui est formidable, un papa qui, malgré son métier extrêmement dangereux, arrive à la rassurer, à lui parler. Il est dans les forces spéciales, hein, c'est un militaire. Il est militaire, il est au Mali, et il arrive à... Enfin, il fait l'effort, il a cette réflexion de se dire, je vais pas angoisser mon enfant en lui balançant tout mon vécu. Et puis en face, on a la maman de Kevin qui lui parle de son suicide à tout bout de champ, de quelle arme elle prendra, qui est dans l'alcool, le papa de Kevin. Et on sent bien qu'ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils essayent de lui dire, sois pas comme moi, travaille à l'école, mais en même temps avec des méthodes. Quand ce petit Kevin, on a diffusé cette scène qui est extrêmement émouvante, de l'agression. Nous, on dit souvent à l'audience, si on avait le film de ce qu'on juge, les peines seraient encore plus sévères, parce que les mots qu'on lit sur un PV ne retranscrivent pas toute cette violence que vous avez très bien su faire sortir. C'est cette scène de ces deux, ma fille est en CE2, elle rentre en CM1, ma deuxième, et oui, je me suis dit, mon Dieu, quelle violence dans ce qui nous paraîtrait presque banal, on va dire, sur un PV. On le lirait sur un PV, ça ne nous ferait pas cette claque qu'on se prend en regardant cette scène. Et puis les dialogues. Le père de Kevin qui dit on est des gueux, finalement faire les marioles, c'est tout ce qui nous reste. Alors moi, la scène qui m'a choquée pour Kevin, c'est quand il est ballotté entre son papa et sa maman. Quand sa maman le dégage de la maison sans trop de motifs, Kevin, j'en ai marre, je ne veux plus te voir. Il appelle son père, mais pourquoi c'est moi qui m'y collerai? Et je me dis, ce môme, la violence de ce qu'il prend dans la tête à ce moment-là, personne ne veut de moi, je n'intéresse personne, il se retrouve là tout seul avec son sac, il attend désespérément de se dire, il y en a peut-être bien un qui va se ressaisir. Bon, puis finalement, papa arrive, et c'est ça qui est beau dans le film, et c'est ce qu'on voit nous aussi dans notre quotidien. Ils ne sont pas affreux, nos clients, ils ont aussi ces moments de tendresse, de lucidité, d'amour pour leur enfant, mais qui est tellement mal amené, quoi. La scène où le papa débarque à la cantine pour faire un scandale, où il détruit finalement tout le travail éducatif qu'avait essayé de tisser l'école. Voilà, on voit que l'enfer, il est pavé de bonnes intentions, et que la vraie victime, quelque part, c'est un peu Kevin, au sens où je crains qu'il s'en sorte moins bien dans la vie que Claire, qui a la chance d'avoir de chouettes parents sur lesquels s'appuyer, quoi. Alors justement, vous n'êtes pas scénariste, je ne vais pas vous demander d'imaginer la suite du film, mais est-ce qu'on peut penser que Kevin tournera mal et basculera lui aussi à son tour dans une délinquance plus grave, puisque le harcèlement est déjà un délit, mais... J'aurais jamais choisi ce métier si je pensais que Kevin est cuit d'avance, parce que moi je crois beaucoup dans la capacité des gens à changer et à évoluer. Kevin, il est encore tout petit, et je pense que si on lui offre les bons appuis, les bonnes références, oui, il peut s'en sortir. Maintenant, effectivement, il part avec des failles qui sont importantes et qui sont très difficiles à combler. Notre système, il est très, très imparfait et on en est très conscient. Mais c'est aussi parce que tout ce qui ne s'est pas fait, tout ce qui ne s'est pas tissé entre les parents et les enfants petits, c'est très difficile à rattraper.
Kevin, on sent bien que ce qui va lui manquer, au fond, c'est cette confiance en soi qu'on reçoit par l'amour de ses parents et le regard qu'on a quand ils sont tout petits. Alors après, comment aider Kevin? Et effectivement, moi, je me suis posé, quand on m'a demandé d'intervenir, la question de... En fait, on voit dans le film qu'à un moment, la maman de Claire, elle dit, il faut faire quelque chose. Et puis l'image suivante, Kevin est dans une famille d'accueil. Et moi, je me suis dit, c'est qu'il y a dû avoir un signalement. Qu'est-ce que j'aurais fait de ce signalement, qui aura peut-être été rédigé par le directeur de l'école, qui va nous rapporter tous ces éléments qu'on a vus dans le film. Peut-être aussi l'effet dont Kevin est l'auteur, le comportement des parents, l'intrusion dans l'école, mais aussi peut-être la déclaration de la directrice de l'école maternelle qui dit, Kevin, il a aussi eu peut-être un vécu avant, comment je l'aurais traité? Je pense que je l'aurais traité sous plusieurs angles, puisque le parquet, on va avoir plusieurs angles d'attaque, on va dire. Un angle pénal, bien sûr, parce que le harcèlement, c'est grave. Alors, c'est des tout petits enfants, et la question se posera, on va dire, d'autant plus avec l'entrée en vigueur de la réforme dans quelques semaines, puisque maintenant, il y aura une présomption d'irresponsabilité du mineur de moins de 13 ans, c'est-à-dire que, sauf à démontrer par un certain nombre d'investigations complémentaires que cet enfant, il a le sens des responsabilités, qu'il a le discernement, on ne pourra plus le poursuivre au pénal du tout, ni devant un tribunal, ni de la part d'autres mesures. Parce que là, il y a une grande ambiguïté actuellement. Hein. Il n'y a pas d'âge pour marquer la responsabilité pénale. C'est le mineur capable de discernement. Voilà. Et là, donc, on va avoir un seuil avec une présomption une présomption, simple. Voilà. Donc, après, ça va être à nous de nous en saisir et de voir comment on renverse parfois cette présomption parce qu'on estime que le mineur il est responsable. Et ça va être une vraie difficulté parce que je pense qu'il va falloir faire appel à des psychiatres et que des psychiatres, on n'en a déjà pas beaucoup, des pédopsychiatres encore moins et qui sont déjà débordés de travail. Donc voilà les inquiétudes dans lesquelles nous on est. Et après, évidemment, le pénal, c'est loin d'être la réponse à quoi que ce soit. Mais je pense que dans la situation de Kevin, ce qui serait intéressant, et je pense que c'est Madame Schimpf l'aurait fait comme ça, c'est on serait rentré par pourquoi tu fais ça, Kevin ? Pourquoi tu as été mettre ta main dans la... Voilà. Et qu'est-ce que toi, tu as vécu qui t'a amené à faire ça? Et souvent, c'est le meilleur moyen, parce que, notamment pour les garçons, en tout cas, moi, c'est mon expérience de 15 ans de parquet des mineurs, c'est très difficile d'être une victime. On le voit, Kevin, il veut être fort, il regarde le papa militaire, les armes, tuer, donner le change, jamais pleurer. Se reconnaître victime d'abus sexuels, souvent homosexuels, parce que souvent, c'est un garçon qui abuse d'un petit garçon, c'est extrêmement difficile à dire. Et bizarrement, l'angle d'attaque est souvent plus facile quand on commence par « toi, tu as fait ça, mais pourquoi tu as fait ça ?» On tire, et c'est là toute la finesse de l'enquêteur. Et puis à un moment, il peut lâcher ce que lui, il a vécu. Peut-être qu'on ne trouvera pas l'auteur, mais rien que le fait qu'il puisse poser ce qu'il a vécu, qu'on puisse mettre des mots dessus, qu'on puisse du coup l'aider, après en lui donnant un psychologue, un suivi psychologique, un éducateur avec qui en reparler, voilà, peut-être déjà des atouts pour Kevin. Vous voulez dire que dans la vraie vie, Kevin aurait d'abord été entendu comme auteur présumé de harcèlement, et que vous auriez tiré les fils pour peut-être mettre au jour des infractions beaucoup plus graves dont il aurait été victime. Et là, on aurait ouvert une deuxième enquête avec Kevin comme victime, avec sans doute le même enquêteur, parce que voilà, ils auraient tissé ce lien de confiance et il aurait pu peut-être lâcher ce que lui il a vécu, ce dont il se rappelle. Puis après, on aurait cherché, entendre les parents, les voisins, la maîtresse, les copains qui ont pu être accueillis. On ne sait pas trop dans le film qui peut être cet auteur, mais on peut supposer que c'est un peu des rencontres de hasard du papa ou de la maman qui ont pu être là à un moment. Enfin voilà, on aurait essayé. Alors, à la fois, parce que c'est important de trouver l'auteur de ces abus sexuels, mais je pense aussi que même si ça ne fait pas tout, être reconnu dans sa qualité, mettre des mots sur ce qu'on a vécu, ça aide à se construire. Et puis après, il y a tout l'accompagnement éducatif, parce qu'évidemment, le deuxième angle sous lequel j'aurais envisagé ce signalement que j'aurais reçu du directeur de l'école, c'est l'assistance éducative. C'est-à-dire aller apporter de l'aide à Kevin dans l'intérêt de Kevin. On entend que c'est ce qui lui arrive, puisqu'il est confié à une famille d'accueil. Ce n'est pas une punition ni de Kevin, ni de ses parents. C'est qu'à un moment, on fait le constat que malgré leur amour, ils ne sont pas en capacité de donner tout ce qu'il faut à Kevin pour grandir correctement. Et après, c'est tout la finesse de la prise en charge de l'assistance éducative, tomber dans la bonne famille, trouver le bon éducateur, on dit un tuteur de résilience. C'est des fois un enfant, il rencontre sur sa route un entraîneur, ça peut être n'importe qui va devenir une sorte de modèle positif et qui permet à plein de Kevin de s'en sortir, parce que
voilà, ce qui est important quand même de dire, quand on a commencé par tous ces faits divers sanglants, c'est que 80% des mineurs délinquants qui délinquent une fois ne reviendront jamais devant la justice pénale. L'adolescence, c'est aussi l'âge de la transgression. Et après, dans ces mineurs, ces 20% qui restent, qu'on reverra souvent, il y en a déjà plus de 80% qu'on connaît déjà, parce que c'est des enfants qu'on a suivis en assistance éducative, et il y en a qui s'en sortent. Il y en a aussi qui... Alors, ils ne deviennent pas tous prix Nobel, mais en tout cas, ils arrivent à se creuser une petite vie honnête. Et on le voit régulièrement, et c'est toujours très touchant, des fois, devant le tribunal pour enfants, on juge des faits de vol, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, un cambriolage d'un garagiste. Le garagiste, il est là, et on lui donne la parole en tant que victime, et il dit moi, j'étais un mineur délinquant, j'ai été dans un foyer, voilà mon gars, faut t'accrocher, moi, je me suis construit. Ça, c'est des moments d'audience qui sont assez magiques, et le gamin, il écoute 2 fois plus ce genre de témoignage-là que aussi nos propos. Alors, le juge des enfants, dans le droit français, c'est un magistrat un peu hybride. Il a 2 fonctions, on peut le rappeler. D'abord, c'est le magistrat qui protège les enfants en danger. Et puis, c'est aussi celui qui prend en charge, qui juge et qui réprime aussi les mineurs délinquants. Alors, l'ordonnance de 45, philosophiquement, considérait que le mineur délinquant était intrinsèquement peut-être lui-même un enfant en danger. Vous êtes parquetière, vous n'êtes pas juge, vous êtes procureur, vous êtes celle qui accuse. Oui. Vous représentez la société, vous réclamez de la répression. Est-ce que vous partagez quand même cette philosophie? Est-ce qu'elle subsiste? Parce que, disons-le, le courant de la société va quand même vers de plus en plus de répression, y compris envers les mineurs. Oui. On considère de moins en moins qu'ils sont des victimes quand ils délinquent, comme vous dites, mais qu'ils sont de plus en plus de vrais sauvageons, pour reprendre l'expression de... Mais c'est en ça que le film de M. Doyon nous fait du bien. Mais vous en pensez quoi, en tant que parquetière? J'en pense exactement comme les juges des enfants. Je pense que l'éducatif est le fondement de la prise en charge des mineurs délinquants. Moi, je vous dis, ça fera bientôt 20 ans que je suis magistrat, ça fait plus de 15 ans que j'étais magistrat des mineurs. Je n'ai jamais rencontré un vrai méchant qui aurait eu toutes les chances de départ, des parents formidables, une famille formidable, tout, voilà, et qui aurait décidé, par pure méchanceté, de devenir délinquant. Non. Derrière chaque mineur délinquant, on trouve ces histoires de vie compliquées. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être un papa qui est absent, un parent qui s'est suicidé, qui est mort de maladie. Ça peut être des difficultés sociales, économiques, d'insertion. Ça peut être plein de choses. Mais la prévention de la récidive, elle passe par ça. Trouver le bon atout. Réprimer à tout craint, ça n'a pas de sens. Oui, il faut... Enfin, juger des mineurs délinquants, c'est exactement comme élever un enfant. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que on promet une punition, la punition arrive et il faut que la parole soit tenue. Voilà. Ensuite, il faut adapter le niveau de punition, il faut adapter la nature de la punition à quelque chose qui ait du sens. Enfin, ça ne sert à rien de se dire on va enfermer des enfants dans des prisons, puis après ils iront mieux. On sait que ce n'est pas le cas. Alors des fois, il n'y a pas le choix, parce que les faits sont extrêmement graves, parce qu'on est arrivé au terme de quelque chose et qu'il faut que la punition, elle tombe. Parce qu'on a dit, si tu recommences, si tu ne respectes pas ton contrôle judiciaire, tu iras en détention. Et le très gros problème qu'on retrouve très souvent chez nos mineurs délinquants, c'est des adultes qui ne tiennent pas parole, dans un sens ou dans l'autre. Et nous, on est là pour dire ce que je t'ai promis, je le fais. Ce que je fais, je te l'ai dit d'avance. Voilà. Et je pense que déjà, rien quand on tient ça, le mineur, il est rassuré parce que quand il arrive devant nous, il sait comment ça va jouer. Ça n'empêche pas d'entendre sa souffrance, de la comprendre, de chercher des solutions pour derrière. Quand on parle de l'incarcération des mineurs, on n'incarcère pas un mineur en se disant « on verra dans 6 mois ce qu'on en fait ». Non, tout de suite derrière, il y a des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. On leur dit « voilà, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on trouve une solution, un établissement adapté ». Enfin, c'est ça notre travail qui peut parfois aider des personnes à se ressaisir. Et il y a un âge minimum pour être incarcéré quand on est mineur, c'est oui, 13 ans. 13. Voilà. Alors, un nouveau code de justice pénale des mineurs va entrer en vigueur dans quelques semaines, on l'a dit. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, l'a présenté il y a quelques jours à Marseille, je crois. Il n'y avait pas de code de justice des mineurs, mais simplement une ordonnance qui était annexée dans le code pénal. Qu'est-ce que ça va changer, ce nouveau code, ce nouveau corpus ? Alors après, c'est pas quelle le est fait la grande qu'il y a un révolution, code s'il y en a une, de ce code, ou est-ce que c'est simplement on ramasse tous les textes qui les concernent dans un code, ou est-ce qu'on innove? Alors, il y a des innovations. Alors, je pense que le fait de ramasser les règles dans un code, pour nous, ne changera pas grand-chose. Ce qui change, c'est effectivement les règles nouvelles qui sont introduites.
de règles, celle de la présomption d'irresponsabilité dont on a parlé, qui moi me questionne un peu parce que finalement on va passer de rien jusqu'à 13 ans à partir de 13 ans vous avez l'âge d'aller en prison. Voilà, et je trouve que quand même, voilà, peut-être on va y perdre des choses, mais ça on verra comment ça va jouer dans la pratique. Et la deuxième grande innovation, c'est le principe de la césure, c'est-à-dire qu'auparavant, l'idée c'était, donc il y a une phase où on met en examen le mineur, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a assez d'éléments pour lui donner ce statut de mise en examen, et ensuite on prend des mesures provisoires pour lui donner le temps d'évoluer avant de le juger. Dans un système qui fonctionne, on va dire dans une petite moyenne juridiction, qui a des délais acceptables, moi je trouvais que c'était un très bon système parce que ça permettait de venir une seule fois à l'audience avec parfois un gamin qui avait bien évolué, qui avait eu le temps de réfléchir à ce qu'il avait fait, qui avait quelque chose à dire. Et pour une victime, elle ne vient pas chercher des sous, elle ne vient pas chercher une peine. Souvent, elle vient aussi chercher quelque chose. Pourquoi moi ? Pourquoi ça s'est passé, et c'est intéressant que le mineur il ait eu le temps d'y réfléchir et d'avoir quelque chose un petit peu intelligent à dire. Enfin voilà. Le problème, c'est que effectivement, on a une justice qui est en difficulté, notamment avec les délais, et que du coup, ça faisait des mineurs qu'on jugeait quand on les jugeait, parfois des années après. Et que effectivement, là, avec la césure, on va juger tout de suite et attendre pour proposer la peine. Donc on marque un coup d'arrêt, on marque le coup par une déclaration de culpabilité, voilà. et on prend un peu le temps ensuite de réfléchir à la peine la plus adaptée. C'est ça l'esprit de la loi. Mais avec cette difficulté que du coup la victime entendra peut-être plus non plus ce qu'elle pouvait entendre au stade du procès, puisque la peine on la décidera plus tard sans elle. Alors ça lui apporte le fait qu'elle est reconnue tout de suite en qualité de victime et tout de suite indemnisée. Voilà, moi je vous dis après c'est que l'indemnisation c'est pas tout. Mais on verra. Hein. De toute façon, il faut d'abord qu'on pratique cette réforme pour ensuite pouvoir... Non, normalement, la peine ne concerne pas la victime. Elle est partie civile, elle n'est pas procureur ou juge. Non, elle n'est pas procureur. Mais, et ce n'est pas elle qui décide de la peine. Mais si un mineur, par exemple, il commet un acte d'abus sexuel, il vient, il est jugé, on le déclare coupable, il nie les faits. La victime, tout ce qu'elle entendra, c'est ce déni. Une décision tombe, il est reconnu coupable. Elle ne sera pas là à la phase, peut-être dans 6 mois, 1 an, où il aura maturé, on lui aura donné à réfléchir, il aura eu un suivi, il aura révélé lui-même des faits qu'il a subis, et la victime pourra entendre à l'audience peut-être des choses plus intéressantes pour elle, voilà. Parfait. Alors, je me tourne vers la défense, cette fois-ci, après l'accusation. Défense, mais alors... peut-être partie civile ou défense pure, je ne sais pas. Donc, merci d'être là, maître Virginie Morneau. Donc, vous êtes au barreau de la Charente et présidente du Centre d'information des droits de l'enfant. D'abord, vous avez vu le film de Jacques Doyon. Qu'en avez-vous pensé? Qui, selon vous, mérite le plus d'être protégé? Quelle réponse apporter? Voilà. Et puis, ensuite, vous nous direz peut-être quelles sont les infractions qui touchent aujourd'hui le plus les mineurs et comment cette délinquance a évolué. Mais d'abord sur le film de Monsieur Doyon. J'ai eu la chance de voir ce film ce matin et j'ai trouvé qu'il restituait avec beaucoup de réalisme et de finesse les situations qui sont malheureusement celles que nous avons à connaître au quotidien. Pas de caricature, que ça soit, et notamment, j'allais dire, pour les parents de Kevin. Je trouvais que c'était extrêmement bien vu. Et du coup, très intéressant de voir cette approche qui permettait de voir effectivement à l'origine du film une victime, un auteur, et à la fin du film deux victimes. Alors, nous le savons, les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'on pourrait l'imaginer, et notamment chez les enfants, l'enfant auteur est souvent un enfant qui va manifester son mal-être, qui va manifester ce qu'il ne peut pas exprimer par la violence ou par des comportements inadaptés. Donc en cela, j'ai trouvé le film particulièrement intéressant et surtout, la problématique de la parole de l'enfant était extrêmement bien rapportée chez Claire, mais aussi chez Kevin. Alors Claire, c'est vrai que c'est une petite fille qui évolue dans un milieu extrêmement bienveillant, où il y a beaucoup d'écoute, où il y a beaucoup d'échanges, et cet enfant arrivera à parler, mais on l'a noté, et c'est là que je trouve que le film fait preuve de beaucoup de finesse, elle arrivera à parler, mais elle ne dit pas forcément tout.
parce que si elle n'a pas le poids du silence qui lui est imposé, il y a quand même ses amis qui lui suggèrent de ne pas forcément tout dire à sa maman. Et malgré tout, elle y arrivera. Alors qu'on l'a compris, Kevin, qui, c'est assez transparent, a été victime d'abus sexuels quand il était enfant, parce qu'on le sait, ces comportements hyper érotisés chez des enfants en très jeune âge sont souvent le reflet des agressions sexuelles qu'ils ont pu subir. Et ce petit Kevin, lui, il n'a pas eu le droit de parler. Il n'a pas pu lorsqu'il était petit, et en grandissant, il ne peut pas plus s'exprimer. Il ne peut pas mettre de mots sur ces mots, sur cette enfance chaotique, sur ses parents carencés, sur ses parents en grande difficulté, et ça, il ne peut pas l'exprimer. Et je crois que tout l'enjeu de la défense des mineurs, et en tout cas, c'est vrai pour l'enquêteur, c'est vrai pour le parquet, mais c'est particulièrement vrai pour l'avocat d'enfant, c'est d'arriver à libérer cette parole, aider l'enfant à se confier sur ce qu'il a vécu, évidemment, mais se confier aussi sur ce qu'il ressent et l'aider à être reconnu comme victime par la justice, mais à se reconnaître lui-même victime. C'était le cas du petit Kevin, qui est victime de maltraitance intrafamiliale. Et pour ces enfants, dénoncer, accuser un des parents ou les deux parents, c'est prendre des risques, prendre le risque d'être éloigné de ceux que malgré tout, il aime. Et je trouve que Kevin était dans cette situation, puisqu'on voit qu'il a un certain attachement pour chacun de ses parents, malgré leurs difficultés. Cette maman, comme on en connaît malheureusement beaucoup, devant le juge des enfants ou dans l'enceinte de ce tribunal correctionnel, voire de la cour d'assises, eh bien, on sent que cet enfant est attaché à ses parents et que ce placement va être difficile. Alors là, j'aurais juste une observation sur cette famille d'accueil que, pour le coup, j'ai trouvé on n'a pas envie d'y aller, chez peu ces tuteurs de résilience. Tuteur de résilience, d'ailleurs, le terme est un peu singulier. Et je me permettrai juste de faire part de mon expérience, et c'est peut-être excessif, mais je vais dire de mon émerveillement devant la très grande majorité des familles d'accueil, qui apportent tellement d'amour, tellement de chances de résilience à ces enfants, que la famille du film n'était pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on voit le plus souvent, mais ça existe aussi. Ça existe aussi. Alors, vous défendez des victimes ou des auteurs, ou les deux, comme tout avocat? Les deux, avec une particularité, puisque au sein d'une association qui s'appelle l'APIDE, Association pour la protection, l'information et la défense de l'enfance, qui est à Angoulême depuis plus de 30 ans, les avocats de l'APIDE ont fait le choix radical, quand on connaît notre vocation de défendre tout le monde, nous avons fait le choix de ne jamais défendre de personnes ayant porté atteinte à des enfants, y compris un mineur, auteur sur un autre mineur. Alors pourquoi? Pas par facilité, mais par respect pour nos petites victimes. Nous sommes en plus dans une petite ville où nos interventions peuvent être relayées par la presse, et nous avions ce sentiment que ces enfants victimes auraient peut-être l'impression d'être trahis dans la relation de confiance qui est à la fois forte et précieuse entre l'avocat et son client, son jeune client. Et nous avons donc fait ce choix de ne jamais passer de l'autre côté de la barre. Mais ça ne m'empêche pas d'intervenir pour des auteurs si la victime n'est pas mineure, et pour des mineurs délinquants, bien évidemment. Mais est-ce que ça ne serait pas faire preuve d'un peu de pédagogie, même vis-à-vis des victimes mineures, que de dire, ben voilà, tu vois, ton agresseur, certes, il t'a agressé, il t'a fait du mal, mais c'est aussi un être de chair et de sang qui a besoin d'être défendu dans le cadre d'un procès équitable, et nous, on est avocats, on plaide. Non, ça vous semblait pas Alors, une question, je partage votre avis, pas un jugement, et en tout cas, par rapport à mon rôle d'avocat, je ne suis pas sûre que certaines victimes puissent l'entendre, d'autant plus que je ne serai pas forcément présente pour expliquer si, dans la Charente libre,
un mois après l'audience, un enfant voit que j'interviens pour l'auteur de viol sur mineur, je ne vais pas l'appeler en lui disant « mais voilà, je t'explique pourquoi ». Donc c'est vraiment une précaution que nous avons choisi de prendre et c'est pour ça que nous avons fait ce choix. Alors Madame le maréchal des logis, chef, disait qu'il y avait une écoute particulière, une manière particulière d'entendre les victimes ou même les auteurs lorsqu'ils sont mineurs. Est-ce qu'il y a une manière particulière de défendre des enfants, ou est-ce que finalement on défend avant tout, qu'ils soient enfants ou non? Il y a une manière particulière de défendre les victimes. Je pense qu'il y a une spécificité du préjudice des victimes enfants et des victimes, je dirais plus globalement, d'agressions sexuelles. Parce qu'on retrouve les mêmes, malheureusement, les mêmes traits et les mêmes souffrances chez une femme victime de violences conjugales ou d'une agression sexuelle que chez un enfant qui subit ce type d'agissement. Et j'ai relevé dans le film quelque chose que je trouve important de relever, et c'est pas si évident, et c'est pour ça que je pense que M. Doyon a dû bien s'entourer aussi pour toucher la spécificité de la psychologie des victimes. Lorsque la petite Claire, alors j'ai noté, disait à sa maman « j'en ai honte » et papa risque d'avoir honte. Et elle disait un peu plus tard « pourquoi ça tombe sur moi ?» Et je trouve que ces éléments de honte et de culpabilité chez les victimes sont des éléments souvent méconnus. Nous avons le sentiment que celui qui doit avoir honte, celui qui doit se sentir coupable, c'est l'auteur. Et avec cette inversion de culpabilité que connaissent bien les psychologues, je rencontre, comme tous ceux qui peuvent intervenir, et évidemment les psychologues et psychiatres qui interviennent auprès des enfants victimes, nous rencontrons des enfants qui ont honte de ce qu'ils ont subi et qui se posent cette question terrible du « pourquoi moi ?» Qu'ai-je fait pour qu'il m'arrive cette situation? En quoi suis-je fautif? Et ça, c'est quelque chose de très spécifique aux victimes en général et plus particulièrement aux enfants victimes. Et c'est là que le rôle de l'avocat est aussi important. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, mais dans cette relation de confiance, cette très belle relation de confiance que l'on peut nouer avec ces enfants victimes, c'est important aussi de leur redire tu es victime et tu dois te reconnaître comme victime. L'auteur, c'est lui. Et tu ne dois pas te sentir responsable du fait que ton père, tes parents, ton beau-père va comparaître devant un tribunal. Tu ne dois pas te sentir responsable de la mesure d'assistance éducative qui va être mise en place pour te protéger. Tu ne dois pas te sentir responsable du placement qui va être mis en place, qui va être organisé. Et ça, c'est quelque chose aussi de particulier à la défense des enfants victimes. Alors, est-ce que les enfants sont plus en danger aujourd'hui qu'hier, ou est-ce qu'il y a simplement une prise en compte plus grande de la société? Est-ce que les enfants sont plus violés, agressés sexuellement, harcelés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier? Alors, on ne parle pas du cyberharcèlement, on en parlera dans un instant, mais est-ce que c'est la réaction de la société qui a changé, ou est-ce que les choses se sont aggravées? Je pense que c'est la réaction de la société qui a changé le regard sur ces situations et la réponse pénale. Et j'en prends pour exemple le nombre de situations où je reçois une jeune fille ou un enfant victime et où la maman confiera « j'ai vécu la même chose ». Mais à mon époque, on n'en parlait pas. Alors, la délinquance sexuelle, on en parle beaucoup. Il y a tout un débat autour de la prescription. Alors, c'est vrai qu'il y a une prescription particulière pour les enfants mineurs victimes d'agressions sexuelles. Est-ce que vous êtes favorable, comme certaines associations, à une imprescriptibilité des infractions sexuelles commises sur des mineurs? Ou est-ce que, comme Marie Dosé, l'une de vos illustres consoeurs, qui va sortir un livre là, dans quelques jours sur ce sujet, qui s'appelle « Éloge de la prescription », est-ce que vous pensez que la prescription doit demeurer, y compris pour ces crimes horribles et odieux?
Alors ça reste un réel problème et selon moi avant tout un problème de preuve. Problème de preuve qui est inhérent à ces situations qui en général se font dans un huis clos où il y a peu de témoins. Donc on a toujours ce problème de preuve qui avec le temps peut se révéler encore plus difficile. Et lorsque l'on a la parole de l'un contre la parole de l'autre, c'est extrêmement complexe de voir où est la vérité et de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que la victime peut attendre, c'est-à-dire d'être reconnue victime, puisque, comme le disait Madame le vice-procureur, bien évidemment, ce ne sont pas les dommages-intérêts qu'attendent les enfants, et ils font preuve d'ailleurs de beaucoup de sagesse par rapport à ça, lorsqu'ils sont en âge de comprendre qu'il y aura aussi une réparation matérielle la plupart du temps. On comprend tout à fait que ce n'est pas la question et que demande juste à être reconnu comme victime et voir l'auteur puni. Pas forcément sévèrement. Il y a une compassion des victimes, alors pas dans tous les cas, hein, bien évidemment, mais je suis souvent étonnée de la compassion que les victimes peuvent avoir pour l'auteur et qui n'existe pas toujours dans l'autre sens, avec des profils psychologiques aussi qui font que certains agresseurs sont dans l'impossibilité de reconnaître même le passage à l'acte, sont dans le déni et dans une impossibilité psychologique d'empathie. Donc ça, ce sont des éléments que nous possédons, magistrats, avocats, psychologues, et c'est là aussi notre rôle d'expliquer ça à l'enfant. Mais au-delà de ce problème effectivement de preuve, il faut aussi laisser le temps aux victimes de pouvoir parler, à ces jeunes femmes après un accouchement, de révéler ce qu'elles ont vécu enfant parce qu'elles n'ont pas pu le dire avant. Et c'est lorsqu'elles deviennent mamans, lorsqu'elles se disent peut-être que ma fille connaîtra la même chose, peut-être que je ne saurais pas la protéger, il faut que je parle. Alors il y a quelque chose qui a changé, ce sont les réseaux sociaux, les téléphones portables, on l'a vu dans les tragiques faits divers que j'évoquais tout à l'heure, ils jouent un rôle important, l'affaire Mila aussi, de manière un petit peu paroxystique. Alors dans le film de Jacques, il n'y a pas de téléphone portable, Snapchat ça n'existe pas, vous avez fait l'impasse là-dessus, hein. C'était volontaire? Oui, mais ils ont 7-8 ans. Oui. Ah bah il y a des portables maintenant dans les cours de récré, malheureusement. Oui, c'est pas si fréquent que ça. Donc la question ne se posait pas et je voulais certainement aussi toucher un âge qui me permettait de ne pas affronter ces réseaux sociaux. Alors est-ce que le cyber, Internet, les réseaux ont changé quelque chose dans la typologie de la délinquance des mineurs? Je m'adresse à Madame la procureure ou à vous, maître. Est-ce que c'est... Ça a changé une chose très importante en matière de harcèlement, c'est que avant, le harcèlement à l'école, il restait à l'école. Oui. Donc l'enfant, il avait cette possibilité, une fois qu'il rentrait à la maison, d'avoir un autre monde qui lui permettait de tenir les années d'école. La grosse difficulté du cyberharcèlement, c'est que c'est non-stop. Et que du coup, effectivement, il n'y a plus de repos pour l'enfant qui subit le harcèlement, c'est continu. Et puis ensuite, on voit que ça se propage aussi comme des vagues avec ce sentiment d'impunité. Enfin, le gros travail qu'on a aussi à faire en matière de harcèlement, c'est ce travail de prévention autour des auteurs passifs qu'on voit très bien dans le film de Monsieur Doyon. C'est les petites copines qui banalisent complètement, mais c'est pas grave, n'en parle pas à ta mère, le dis pas à la maîtresse, ça en fera encore plus. Et ça, on se rend compte quand ça finit tragiquement, par exemple parfois par des suicides ou des tentatives de suicide, qu'il y a des copines qui savent, voilà. Mais il y a encore ce côté, c'est pas moi l'auteur principal, donc c'est pas de ma faute. Et un du gros travail qu'on a à faire dans les écoles, c'est vraiment, et c'est déjà fait, hein, c'est d'aller dire, quand vous savez, vous êtes responsable. Quand vous rigolez des blagues, quand vous retweetez, quand vous transférez des messages, vous vous rendez aussi auteur de harcèlement. Alors évidemment, après, là encore, les réponses pénales sont difficiles parce qu'on ne va pas commencer à poursuivre tout le monde pour un mot, déjà il faut l'établir et puis ensuite c'est compliqué. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait cette prise de conscience chez les ados des conséquences que ça a pour la victime d'avoir juste un tweet, juste un geste. Vous êtes d'accord, madame, avec
avec ce qui vient d'être dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Comme le disait Madame Bozolo, effectivement, ça va plus vite, ça va plus loin également, parce que ça se contente plus au cercle scolaire, ça s'envenime très rapidement et dans toutes les sphères possibles. Nous, au niveau de la gendarmerie, parce que vous l'abordiez tout à l'heure, il y a le permis Internet. C'est une mesure qui a été mise en place pour intervenir auprès des classes de CM2, donc juste avant l'entrée en collège, là où, comme le disait M. Doyon, on commence à développer un petit peu tout ce qui est connectivité et puis réseaux sociaux. Donc ça permet de sensibiliser ce jeune public à l'enjeu d'un retweet, à ce message qui s'est dit par derrière, à tout ce qui traite du cyberharcèlement en temps normal ou au sens large. Donc, Alors sur les réseaux, il n'y a pas que du harcèlement, il y a aussi des atteintes à l'intimité, les revenge porn, quand on publie la photo d'adolescents dénudés ou des choses qui sont des quasi-agressions sexuelles. Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez dans votre pratique d'avocat, Maître Morneau? Alors, je pense à un dossier qui est venu devant la Cour d'assises des mineurs pour tentative d'assassinat récemment, où, en plus du passage à l'acte, il y avait une succession de SMS, des messages sur Facebook qui étaient extrêmement violents. Ces menaces de mort qui, comme ça vient d'être dit, allaient au-delà des rencontres entre les protagonistes et qui suivaient quotidiennement et sans limite la vie de la jeune victime. Donc effectivement, ce sont des choses extrêmement difficiles. Alors, à la fois, ça devient presque un atout pour la justice et pour les investigations policières ou de la gendarmerie, c'est que maintenant, on a les preuves. Et quand on voit tout ce qui a pu être dit, le silence, là encore, de la victime qui n'ose pas parler, qui n'ose pas se confier parce qu'elle a peur, c'est quelque chose d'effroyable. Alors je me tourne vers Florence Aubenas, journaliste au Monde, auteur. Florence, vous avez vu le film de Jacques, qu'en avez-vous pensé? Et même question qu'aux autres, selon vous, qui est la principale victime finalement, Kevin ou Claire? Je redoutais que vous me posiez cette question parce que je la trouve épouvantable en fait. Je trouve que faire une hiérarchie entre deux victimes non, il n'y a pas de hiérarchie, pas du tout. C'était simplement une manière de dire que Kevin est aussi une victime. Je comprends ce que vous voulez dire, mais la façon de le poser quand même me convenait pas. Voilà. Okay. C'est tout bête. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé passionnant. Et je l'ai trouvé passionnant justement parce qu'il est complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gentils et des méchants. Il y a pas... Et la chose qui m'a énormément frappée, alors le film n'est pas la réalité, mais dans ce film en tout cas, ça la reflète très très bien, c'est il y a cette phrase quand même qui revient sans cesse quand on parle d'enfants, quand on parle de victimes au sein des foyers, etc. C'est la libération de la parole. Je mets des traits d'union entre chacun parce que c'est censé être une... Mais c'est terrible parce que la libération de la parole, qu'est-ce qui se passe quand la parole se libère? Malheureusement, pas grand-chose. Malheureusement, pas grand-chose. Écoutez, là, les institutions ne sont pas forcément au rendez-vous. C'est-à-dire que l'école fait ce qu'elle peut. Je ne suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit, mais l'école, alors le prof, il ne sait pas trop, il est un peu malmené entre les deux parents, comment réagir, comment... La maîtresse de maternelle non plus, elle n'a pas su très bien comment faire, elle est très triste, mais rien ne s'est passé, en fait. Et c'est ça que je trouve très frappant dans le film, c'est la réponse institutionnelle est faible. Alors, je vous dis encore une fois, je ne suis pas là pour dire que personne ne fait son travail, c'est pas mon but. Mais c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans le film. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, heureusement... Je vais avoir une phrase un peu provocatrice, mais heureusement qu'il harcèle cette petite fille qui finalement a une famille autour d'elle. Parce que c'est la famille qui donne cette réponse. Finalement, les familles s'entendent entre elles, ça se passe bien, etc. On le place dans une famille d'accueil, elle n'est pas terrible. La réponse aux parents, elle n'est pas... aux parents qui vont mal, elle n'est pas fantastique. L'école, bon, on reste un peu sur sa faim. Et c'est finalement ça.
Et ça me rappelait un reportage que j'ai fait dans un quartier du nord de la France, où il y avait un réseau de pédophilie. Et là, alors c'était un quartier défavorisé. Premier constat sur ce réseau de pédophilie, c'était de dire, alors ouais, c'est incroyable, est-ce qu'il y a un réseau, pas un réseau, comment ça se passe? Réponse générale, c'est dans ce quartier-là, je mets des guillemets, on se tape un gosse comme on se tape une canette. Donc là, il y a que des enfants de milieux défavorisés, il n'y a pas de papa militaire, donc voilà, pas ou peu de réponses. Et de la même façon, l'affaire a été découverte, c'était une affaire d'inceste en réalité, l'affaire a été découverte parce que un des gamins qui en était victime est justement allé dans une famille d'accueil qui habitait un quartier favorisé. Et dans ce quartier favorisé, un gamin qui avait ce comportement-là a choqué. Et donc l'école a dit « Ah ouais, mais c'est quand même bizarre qu'il se comporte comme ça, ici il n'y en a pas, qu'il se comporte de cette manière, etc. etc. » Et on a interrogé devant le tribunal les profs de l'école précédente, de cette école de quartier populaire, qui disaient « Ah oui, mais enfin, si à chaque fois qu'un élève fait ça, qu'un élève agresse une petite fille, il fallait faire une déclaration, on ne ferait plus que ça. » Et donc, une fois encore, il y a des endroits où les choses sont possibles, des endroits où il y a des réponses et des endroits où il n'y en a pas. Et je trouve que c'est quand même très frappant dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a je suis persuadée que toutes les personnes assises à cette table sont de très bonne volonté et certainement font bien leur travail. Mais des cas particuliers, il y en a, mais globalement, je pense que c'est la justice des mineurs, la protection de l'enfance en danger, sont des secteurs qui marchent assez mal, plutôt mal, et sur lesquels on a très peu de visibilité parce que ce sont précisément des mineurs. C'est-à-dire que quand on est journaliste comme moi, par exemple, c'est très compliqué de faire une enquête parce que, Dieu merci, il y a la protection, évidemment, de l'identité des enfants, on ne peut pas assister aux audiences, et tout ça, et c'est tant mieux, hein. Mais du coup, ça fait une espèce de vaste zone d'ombre sur laquelle on a parfois des percées, comme le film de Jacques, et heureusement, et parfois, la plupart du temps, rien, des gens extrêmement découragés qui de temps en temps vous appellent, des juges pour enfants, qui vous disent « Voilà, là, j'en peux plus, on n'a pas de moyens, on n'a pas de famille d'accueil, tous les lieux d'accueil pour les mineurs sont complètement dévastés. Là, aujourd'hui, quand vous voulez mettre un mineur en famille d'accueil, alors je ne sais pas comment ça se passe très précisément ici à Angoulême, enfin, globalement, on vous dit, bon, les familles d'accueil, absence de vocation. Il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire ça, statistiquement, sur l'ensemble du territoire. Des foyers, il y en a de moins en moins aussi, avec de moins en moins d'éducateurs, c'est mal payé, c'est compliqué, il y a beaucoup d'astreintes, etc. Et donc, est en train de se mettre en place, en France, des espèces, je n'ai pas d'autre façon de l'exprimer, de gîtes, je ne sais pas comment dire, où les mineurs sont hébergés, avec de temps en temps le passage d'un éducateur. Voilà, et ça, oui, je comprends que vous soyez, vous disiez ça. Enfin, nous, c'est des retours qu'on a, c'est des coups de fil qu'on a, et c'est vraiment, alors, on dit, on va libérer la parole, ce jeune garçon, on va le prendre en main, etc. Bon, ben, il va passer devant des juges, je suis persuadée qu'ils vont bien l'entendre et qu'ils vont faire tout leur possible. Et finalement, ce gosse, Kevin, va atterrir dans un endroit pas terrible, où... non, mais c'est ça la réalité. Et comment alors, oui, on espère qu'il va y avoir un peu de résilience, un peu de ceci, un peu de cela. Mais c'est ça la réalité quand même de l'enfance en danger aujourd'hui. Et tout ça avec un voile qui recouvre l'ensemble parce que ce sont des mineurs. Et c'est, pour moi, la problématique, elle est vraiment celle-là. Quand on veut s'y intéresser, qu'on est journaliste, qu'on se dit à coup, ce serait bien de mettre un coup de projecteur sur cet endroit-là, de répondre à ceux qui nous appellent, ça nous est presque impossible, pour des raisons que je viens d'énumérer. Et donc, je vous dis encore une fois, c'est terrible de dire ça, et chaque fois ça me fend le cœur, parce que je suis assise à cette tribune avec, je suis sûre, des gentils, allez, des gens qui vont faire leur meilleur, qui vont rentrer tard le soir chez eux, qui vont se débattre pour que les choses se passent bien, et j'ai l'impression de vous accabler, mais évidemment, ça n'est pas vous comme personne, mais c'est l'ensemble de ce système où on dit, ah là, il y a une petite avancée, il y a une petite chose. Globalement, ne nous bouchons pas les yeux. Globalement,
ça marche très mal. Ça marche très mal. Oui. Débat contradictoire, donc vous représentez la justice. Est-ce que vous pensez qu'effectivement la justice des mineurs, ça marche très mal, comme le dit Florence Aubenas? Je partage le constat de Madame Aubenas et je lui confirme que combien de fois on se bat et on rentre tard parce qu'on cherche une place, parce qu'il n'y a plus de place, parce qu'on ne peut pas choisir la famille d'accueil. Par exemple, on place un tout petit dans une famille d'accueil qui a 2 ou 3 ans de la retraite. Et donc on sait que le petit, il construit un lien, mais quand la famille va prendre la retraite, on va le changer de famille, on va briser le lien qu'il a construit. Et ça, c'est hyper difficile. Donc oui, je vous confirme ce que dit Madame Aubenas, on se bat. Après, voilà, l'idée, on ne veut pas faire du misérabilisme. Enfin, on a voulu organiser ce débat aussi pour dire qu'on fait de notre mieux, et c'est ce qu'elle disait. C'est-à-dire que oui, et on n'accable pas non plus, enfin, le conseil départemental fait de son mieux, et on cherche les meilleures familles d'accueil, et voilà. Mais on est effectivement face à un système très en difficulté, et on le voit bien. On place des enfants, enfin, le taux d'enfants en assistance éducative qui obtient le bac, il est misérable. Le taux d'enfants, enfin, voilà, on le sait, hein, notre système. L'assistance éducative, c'est ce qu'on appelait autrefois la DAS, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire ces enfants qu'on confie, on sait bien que, alors pour plein de raisons, hein, enfin, qui tiennent aux bases qu'on leur donne, au manque de stabilité, aux éducateurs qui changent, au fait qu'après aussi, quand un parent est contre le placement, l'enfant est pris dans des conflits de loyauté qui l'empêchent de se poser et de s'épanouir. Enfin, il y a plein de vecteurs, mais il y a aussi ces vecteurs de carence hein, qui sont en Charente comme partout, hein, je vous le confirme, avec des services pédiatriques très faibles, peu de médecins pédiatres pour faire nos expertises. Par exemple, quand on a des enfants maltraités, on a besoin de savoir si une fracture, quelle est son origine. Enfin voilà, et ben on n'a pas de pédiatre pour faire ces analyses-là. Enfin oui, le système est compliqué. Ça n'empêche pas de se battre, ça n'empêche pas d'y croire, et ça n'empêche pas de dire que. Mais je suis d'accord avec vous. Hein, la libération de la parole, c'est pas. Mais ça peut être le début de quelque chose. C'est important que l'enfant il puisse quand même poser ça. Après, derrière, il faut en faire quelque chose. Et je suis d'accord avec Mme Aubenas pour dire que si on n'en fait rien, c'est pas, il n'y a pas de miracle de la parole descend et ça y est, tous les problèmes sont résolus. Quoi. Enfin, c'est vrai, il y a d'autres problèmes d'ailleurs qui se posent une fois que c'est fait et que ce n'est pas pris en charge. Ça ne s'arrange pas. Et on peut parler de nos services d'enquête mineure qui ne sont pas nombreux parce que la priorité, c'est le trafic de drogue, parce que la priorité, c'est les cambriolages, et que quand on dit oui, mais quand même, les enfants qui se font abuser, c'est grave aussi. Oui, c'est grave. Mais enfin bon, l'enquêteur, il est en arrêt, ou voilà. Et voilà. Donc oui, toutes ces réalités-là de terrain, elles existent et je les confirme. Quoi. Ouais. Alors, Maître Morneau, vous confirmez aussi finalement ce constat accablant. Alors, ça, c'est une surprise quand même que le parquet soit aussi sévère avec lui-même. Oui, alors je serais peut-être plus optimiste quand même, en disant qu'effectivement, c'est difficile. Dès qu'on touche à la nature humaine, dès qu'on touche à la fragilité humaine, effectivement, c'est complexe. On ne peut pas avoir des résultats à 100%. De là à dire que ça marche mal, je vous trouve sévère. Très mal, alors encore plus sévère. Parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'énergie déployés au niveau de la justice, au niveau des familles d'accueil, au niveau de la représentation des enfants. Et je pense à ces familles qui ne peuvent pas, pour des raisons de difficultés, de carence, des difficultés liées au conflit d'intérêts entre les parents et les enfants, et le rôle aussi des administrateurs ad hoc, rien à voir avec le capitaine, même si on est dans la ville de la bande dessinée. Ces institutions, ces associations qui sont là pour représenter les enfants, je crois qu'il y a quand même beaucoup de travail qui est réalisé. Alors, c'est vrai qu'en plus, nous sommes quand même dans une région et dans une petite ville où les liens entre les travailleurs sociaux, les éducateurs, les magistrats, les avocats, les thérapeutes des enfants font que voilà, il y a du travail de réaliser et que je n'ai pas le sentiment que l'enfant chez qui on voit ces signes malheureusement bien connus soit livré à lui-même et qu'il y ait... Et quant aux zones d'ombre que vous évoquez,
l'impossibilité pour la journaliste d'accéder aux audiences du juge des enfants, qui sont effectivement des audiences à huis clos, c'est pas parce que vous n'y accédez pas qu'il ne se passe rien. Il se passe beaucoup de choses, mais avec toute la difficulté de ces situations et de leur gestion. Je suis la première à sortir parfois d'une audience en disant « mais c'est pas possible qu'on n'ait pas placé cet enfant » ou à contrario, mais pourquoi on a placé cet été, j'avais un dossier qui revenait 1 an après, de parents qui avaient pu être en difficulté au moment de la naissance de leur enfant, avec toute une conjonction d'éléments, le confinement, la maladie de la maman qui était bipolaire, mais qui avait un suivi, d'un jeune couple un peu démuni face à cette nouvelle maternité et paternité. Le bébé de quelques jours, quelques semaines, avait été placé. On est revenu, donc placement en urgence, on est revenu devant le juge des enfants 1 mois et demi après, le placement a été levé. Mais que de dégâts pour cet enfant. On est d'accord. Donc des erreurs, des ratés, il y en a. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui est réalisé. Même si... Madame le procureur disait peu d'obtention du baccalauréat. Effectivement, ça reste difficile pour ces enfants, comme nous voyons, alors quand on reste dans la même ville pendant près de 30 ans, c'est mon cas, il m'est arrivé de sortir d'une audience au bord des larmes en voyant que les enfants de mes clients 10 ans avant ou 15 ans avant étaient placés à nouveau comme leurs parents. Et effectivement, on voit bien aussi que c'est difficile de sortir de c'était évoqué dès le départ, hein, l'agresseur a lui-même été agressé, et c'est difficile de mettre un coup d'arrêt à cette transgénération, mais il y a du travail d'effectuer. Ah, vous êtes avocate, hein, vous défendez, y compris l'institution Florence Demeaux. Oui, mais du travail effectué, j'en suis sûre. Hein, c'est pas ce que je voulais du tout mettre en cause. Et on parlait de non-obtention du baccalauréat. Il y a aussi cette enquête effrayante qu'il y a eu sur les personnes à la rue. Je crois que c'était un tiers d'entre elles provenaient des... voilà, vous me confirmez les chiffres, hein, provenaient d'enfants qui avaient été maltraités, qui étaient passés par des foyers, etc. etc. Donc c'est vrai que ce sont des chaînes sans fin. Combien de gosses sont mis hors d'un foyer à 18 ans et 1 jour avec leur bagage. Enfin, je veux dire, faut voir ce que la brutalité d'un système aussi. Et je vous dis, avec cette grande difficulté qu'on a, nous, pour le raconter, parce que c'est ou trop tard, le petit untel a été assassiné par le petit untel, donc il est trop tard, soit trop tôt, c'est juste une histoire de cours de récréation, et qu'est-ce que vous avez fait un article là-dessus, etc. Donc oui, c'est toujours cette espèce de balancier terrible. Et encore une fois, je ne vous mets pas du tout en cause personnellement. Non, oui, j'espère. Parce que c'est pas du tout... le but n'est pas celui-là. Le but est qu'on avance tous vers quelque chose, évidemment, qui serait mieux, avec des volontés politiques affirmées, avec l'aide sociale à l'enfance, dont les salaires seraient revalorisés. Enfin, c'est vrai que le métier d'éducateur... je sais pas, enfin, c'est des métiers sacrifiés aujourd'hui, qui gagnent peu, qui ont des horaires de chiens, et c'est tout ce système-là qu'il faudrait vraiment remettre sur pied. Quand on voit bêtement le Covid, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé pour les gamins qui étaient tous placés dans des foyers, voilà, dans des familles d'accueil, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dehors. On a galéré. Dehors. Et puis on a galéré pour trouver des ordinateurs. On a galéré pour leur trouver des ordinateurs. On a galéré. Quand les foyers ont bien voulu les garder. Parfois, les foyers ont fermé les portes et on les a renvoyés dans les familles maltraitantes. Attendez, c'est ça qui s'est passé. Donc, moi, je veux bien que le système soit chouette, mais bon, il y a quand même. Non. C'est ça. C'est vrai. Mais oui, c'est ça. Au moindre raté. Je veux dire, on ferme le rideau de fer, je reviens tout de suite et au revoir tout le monde. Et je vous dis, et heureusement qu'on a des cinéastes comme
comme Jacques Doyon qui se penchent sur ces problèmes-là. Et finalement, d'une certaine façon, c'est assez bien et souvent traité au cinéma. Alors, malheureusement, pas souvent de façon complexe comme le fait Jacques, mais heureusement qu'il y a cet éclairage des arts, en fait, d'une certaine façon. Donc, bon, il n'y a pas que Charlie Chaplin, mais c'est la tête haute. Ah oui, de Berco, oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est tous ces problèmes-là qui sont posés aujourd'hui et qui, à chaque fois, bah, c'est ces gamins-là qui prennent la brosque. Hein. Alors, nous avons... oui. Dernier mot, vous évoquiez la période de la crise sanitaire. Ça a été tellement vrai. Ceux qui déjà avaient peu avaient encore moins et souffraient encore plus. C'est évident. C'est évident que dans ces moments-là, on se rend compte à quel point il y a des inégalités inacceptables. Alors, nous avons une invitée surprise, mais surtout une invitée de marque. On l'a dit, Madame Macron nous fait l'honneur de participer à ce débat et j'aimerais qu'elle prenne la parole, si elle en est d'accord. À table tout à l'heure, Madame Macron, bonjour d'abord et merci encore d'être avec nous. Même question qu'aux autres. Alors, je ne vais pas renouveler, récidiver avec ma question horrible, mais simplement, qu'avez-vous pensé du film de Jacques Doyon? L'avez-vous vu Je dis merci, merci. Il n'y a pas de plus joli mot que celui-là. Parce que l'intérêt que vous portez à des enfants de cette classe d'âge est rare. Le regard que vous avez sur eux est rare. C'est très souvent ce qu'ils pensent du domaine de l'indicible, et seul un artiste peut parfois arriver. Cette petite Claire, il y a des moments magiques. Son regard, vous avez tout compris. La peur, l'angoisse, ce qu'elle pense d'elle-même. Et vous avez su la filmer. Kevin aussi, cette espèce de détresse. Mais je n'arbitrerai pas entre les deux. J'en suis bien incapable. Merci Dominique d'avoir mis ce débat-là au sein d'Angoulême. C'est formidable, formidable. C'est le moment qu'on se mobilise tous pour les enfants. Et ça, je le sens. Quand je dis tous, c'est la justice. D'ailleurs, on est là. C'est la santé, c'est l'éducation. Si on rate ce moment, ça sera difficile pour nous. Difficile pour eux, mais difficile pour nous, parce que maintenant, nous savons. Nous savons ce qui se passe. Moi, je le sais, parce que j'ai des courriers innombrables. La moitié des courriers que je reçois, c'est à peu près 150 par jour, c'est la moitié sur les enfants et les adolescents. Ça vient de leurs parents, ça vient d'eux-mêmes. J'ai des rendez-vous également de parents dont l'enfant s'est suicidé, qui me montrent ce que l'enfant recevait, qui me montrent sur le portable des enfants les épouvantables messages qu'ils recevaient et qu'elles recevaient. Il faut vous dire que c'est intenable. C'est intenable pour un adulte, et pour les enfants, c'est invivable. Donc, il ne faut pas si on s'y met tous, et je pense que c'est le moment qu'on s'y mette tous. Donc, merci Dominique, merci Jacques. Surtout, c'est quelque chose de très important, ce qu'il nous dit aussi, c'est que l'acmé de problème du harcèlement, c'était la 4e, c'est en train de se déplacer vers le primaire. Le portable, ça arrive vers la 6e, mais comme vous l'avez signalé, il y a des portables un peu plus tôt, et au primaire, on n'est pas tranquille. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir dire à nos enfants? Il faut quand même qu'ils entendent à un moment donné ce qu'ils n'ont pas le droit de faire aux autres. Qu'est-ce que c'est que le respect? Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Comment on traite l'autre? Parce qu'ils apprennent la sexualité par la pornographie, la plupart du temps. C'est impossible. Il faut leur expliquer ce que c'est le rapport à la fille, le rapport aussi au garçon, parce que quand je vois ce à quoi ils ont accès, je suis assez effrayée. Donc je pense qu'il faut qu'on s'entende tous sur qu'est-ce qu'on leur dit, à quel âge, et que les enfants entendent ces informations-là. Alors, moi, bien modestement, qu'est-ce que je fais? Je suis présidente de la Fondation des hôpitaux, et cette année, tout le focus, toutes les pièces jaunes ont été mises sur le dépistage à l'hôpital des violences faites aux enfants, puisque la plupart des enfants passent à l'hôpital. Il faut on fait cela sur des équipes volantes. Il y a 7 hôpitaux qui essaient donc de dépister les violences sexuelles, psychologiques, morales faites aux enfants, physiques bien évidemment, et de les mettre dans un parcours de soins. Il s'agit là de les soigner
ou de les faire rencontrer une assistante sociale. Ce programme ayant très bien marché, on voudrait l'étendre à plusieurs hôpitaux. Donc ça, c'est avec la Fondation des hôpitaux. Avec Jean-Michel Blanquer, qui m'a demandé très vite aussi de participer à son combat contre le harcèlement. Il a mis au point un programme phare. Qu'est-ce qui a l'air de marcher? Ce qui a l'air de marcher, c'est la sensibilisation à l'intérieur des établissements qui le font. Donc il y a plutôt moins de harcèlement à l'école, mais beaucoup plus de cyberharcèlement. Alors qu'est-ce qu'il y a à leur disposition? Des ambassadeurs, ce sont des élèves qui sont volontaires, qui sont formés pour dire non au harcèlement, passer dans les classes, repérer. Des référents départementaux, c'est-à-dire que quand les directeurs ne savent pas trop quoi faire, ils peuvent appeler un référent départemental qui va leur dire « voilà ce que vous pouvez faire ». De plus, les jeunes profs sont formés maintenant à repérer. Les professeurs qui le souhaitent aussi peuvent avoir une formation. Il y a les numéros de téléphone, mais je pense que ces numéros n'ont pas assez de moyens. C'est le 3018 et le 3020. Ou net écoute, mais il y a pas, c'est pas suffisant. Donc voilà aussi, on finance également des unités d'écoute pédiatrique et il y a les salles Mélanie dont vous avez parlé, mais il y a des unités d'écoute pédiatrique dans les hôpitaux également avec la voix de l'enfant, qui sont complémentaires, parce que la place d'un enfant, c'est aussi d'être écouté, comme vous l'avez dit, une seule fois dans un environnement le moins pénible possible. D'accord? Donc voilà. Il y a cette année, vous allez voir, je pense, avec la rentrée la semaine prochaine, donc il va y avoir un programme de harcèlement qui va être non harcèlement très, très fort. Depuis 15 jours, les courriers qui m'arrivent sont des enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Ils ont été bien pendant le confinement, ils ont été chez eux, pour certains, ils ont été protégés, et ils ont la trouille de repartir à l'école. Donc, c'est une espèce de phobie scolaire que le harcèlement développe. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça. Aller à l'école, ça doit être aussi une joie de retrouver les copains, mais ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Donc, il faut être avec eux. Donc, voilà un petit peu ce que je fais. J'aimerais faire beaucoup plus. Je ne sais pas trop comment faire. Donc, c'est pour ça, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Vous avez tout à fait d'accord. Mais on voit aussi que l'homme n'est pas naturellement bon, hein. Le respect, la tolérance, ça s'apprend. Il faut l'apprendre aux petits. Il faut l'apprendre aux petits et leur expliquer. J'en suis absolument persuadée. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, des choses que vous voudriez que je fasse et que je ne fais pas, c'est le moment. Je vous écoute. Bonjour. On va peut-être vous donner un micro, madame, parce que ça ne fonctionne pas. D'autres? Oui. Merci. Donc, je suis Catherine Latrompette, je suis thérapeute spécialiste en stress post-traumatique. Je suis aussi la coprésidente d'une association qui s'appelle Marcèlement et qui accompagne au quotidien les victimes. Désolée, pas les victimes. Depuis aujourd'hui, officiellement, j'ai choisi de ne plus les appeler comme ça. Je vais donc les nommer enfants et adolescents ayant subi du harcèlement dans le cadre scolaire. Cette association accompagne au quotidien ces petits qui souffrent énormément suite à des gamineries, suite à des actes qui paraissent complètement anodins pour certains. Je suis extrêmement déçue d'avoir entendu ce que j'ai entendu cet après-midi, parce que, comme souvent dans les institutions, on se monopolise sur ce qui est bien fait, et tant mieux, ça existe des choses bien faites, mais si tout était bien fait, nous n'aurions pas un enfant toutes les 20 secondes, un enfant en France toutes les 20 secondes qui devient souffrant de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, c'est comme s'il avait été victime d'un attentat. D'être rejeté par ses pairs, ça amène l'enfant à avoir extrêmement peur de mourir. La maman de Claire, ce matin, l'a bien dit, ma fille est traumatisée. Le harcèlement scolaire traumatise. Et ces enfants qui en sont les victimes, maintenant je mets des guillemets, pardon, parce que je n'avais pas compris qu'il y avait
une hiérarchie dans le fait d'être victime, d'être auteur. Ça, c'est extrêmement dangereux de parler de cette façon, je pense, pour les réelles victimes qui souffrent de stress post-traumatique. Eh bien, ces enfants qui souffrent attendent que nous fassions quelque chose. Et pourtant, les solutions existent. Alors, Madame Macron, je me permets de vous en parler parce que j'en ai parlé à Adrien Taquet il y a un peu plus d'1 an et demi. Nous travaillons au sein de Marcellement avec l'Université des sciences, l'Université de Mons en Belgique, qui a mis au point depuis plus de 10 ans, et s'est mis en place dans les écoles belges, un système qui empêche le harcèlement scolaire. Il ne s'agit pas de le prendre en charge, il s'agit véritablement de l'empêcher. Or, ce système existe, il faut 4 heures de formation par enseignant pour pouvoir le mettre en place. Donc, j'allais vous le dire, ils mettent en place ce qu'on appelle des groupes de parole protégés. Ces groupes de parole protégés amènent les enfants d'une classe, d'un groupe classe, à évoquer leurs émotions, et non pas à rechercher des responsables ou des coupables de leurs émotions, mais à trouver ensemble des solutions. C'est absolument fantastique. Nous avions invité Adrien Taquet à venir voir en place ce genre de système. Malheureusement, le Covid est arrivé et ça nous a perturbés. Mais je renouvelle notre invitation à venir voir. Ce responsable des universités des sciences de la famille à Mons s'appelle Bruno Humbeck. Il intervient régulièrement dans les médias français. Et vraiment, leurs outils sont absolument extraordinaires. Nous développons la formation au sein de certains établissements français. Alors oui, des choses sont faites, mais je crois qu'il faudrait les imposer aux établissements scolaires, pas seulement attendre que les profs soient demandeurs, pas seulement attendre qu'à un moment ou à un autre, ils se mettent à y aller. Si peut-être les choses étaient obligatoires d'entrer dans leur formation, peut-être que les choses avanceraient plus vite. Et puis, nous, les profs, on y va. Hein. Quand on se rend compte dans nos classes, moi j'avais que des élèves de lycée, quand on s'en rendait compte dans nos classes qu'il y avait un sujet avec un élève ou une élève, on y allait. On était toujours, on réglait le problème avec l'un, avec l'autre. Et à partir du moment où ils savent que leur prof principal est au courant, ça se calme. Bien sûr. On est très... mais bon, on voit, bien évidemment, on ne voit pas tout. Mais il y a quand même des signes avant-coureurs. Hein. Regardez bien le regard des élèves, regardez bien leur comportement. Il y a des signes. Le repli sur soi, le fait de ne plus participer en classe, etc. Et à un moment, ce matin, elles se plantent sur les auxiliaires avoir et l'auxiliaire être à cause de là. Et ils régressent volontairement parce qu'ils ne veulent surtout pas être trop bons. Ils veulent être dans la masse. Ils ne veulent pas qu'on les repère. Voilà. En tout cas, merci de vous intéresser au sujet, mais vraiment, dites-vous que des outils existent parce que nos voisins sont intéressés. Voilà, on est preneurs. Voilà. On est tous preneurs. Et à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, le programme phare va systématiser les choses, Madame Macron, dans les établissements. Le programme phare va systématiser... Le programme phare, je ne veux pas prendre... C'est le ministre qui va en parler. Déjà, il rentre à Marseille, je crois. Il fait une grande train à Marseille. C'est un programme qui est totalement orienté sur le harcèlement, non au harcèlement. Donc, ils veulent que tous les établissements se dotent de moyens, parce que pour l'instant, ce sont les établissements qui le souhaitent. Là, ça va être obligatoire, tous les établissements. Et franchement, quand un établissement se dote de moyens, pas peut-être aussi efficaces dont vous parlez, mais de moyens, ça régresse. Mais bon, le problème, ce sont les réseaux, derrière, parce que ça, on n'y arrive pas. Bien évidemment. Ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on est vite dépassé. On est vite dépassé parce que là, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. D'abord, ils ne nous le disent pas. Les réseaux sont pleins de bonnes intentions. Ils nous disent qu'ils suppriment les contenus, mais quand ils les suppriment, c'est souvent trop tard. Donc là, franchement, j'avoue mon impuissance et je ne sais pas ce qu'il faut faire avec les réseaux. De toute façon, c'est l'air du temps, c'est comme ça. On va pas... Mais il va falloir aider nos enfants. Mais comment, je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Madame. Merci, merci. Et Dominique, merci. Pour finir, nous voudrions donner la parole à Marie Decroc, qui est l'institutrice du film et qui joue son propre rôle, directrice de l'école, oui, pardon. Vous êtes à la fois actrice dans le film de Jacques Doyon, mais aussi actrice de l'éducation nationale. Vous êtes un peu le grand témoin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat et qu'est-ce que vous aimeriez dire et ajouter, notamment quand la réponse un peu lacunaire que l'institution a apportée au
aux parents qui se plaignent de harcèlement. On le voit bien dans le film, et puis on voit bien aussi la difficulté de votre métier face à ces situations très complexes. Qu'est-ce que vous souhaitez nous en dire? Voilà, alors d'abord, bonjour à tous. Et puis, alors je vous confirme, hein, malheureusement, la question du harcèlement scolaire, c'est un sujet d'actualité et dès l'école primaire. Donc, je suis directrice d'école primaire depuis plusieurs années. Donc, on accueille des jeunes enfants, hein, ça va de 3 à 11 ans. Et très, très, très régulièrement, on est confronté à cette problématique. On est confronté à cette problématique et à ce jour, la meilleure façon qu'on a trouvée pour essayer de faire des choses et d'avancer, c'est travailler vraiment sur la prévention. Alors la prévention à notre petite échelle, avec les moyens dont on dispose, mais c'est parler aux enfants, communiquer, en leur disant que oui, ça existe, vous pouvez voir ça, mais c'est pas permis. Et tous ensemble, si on s'y met, on ne peut pas faire de miracle. Par contre, on peut vraiment essayer de faire avancer les choses. Alors, si la prévention était une méthode miracle, eh bien, ce serait bien connu, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus de harcèlement dans les écoles. La prévention, c'est ce qui se fait dans beaucoup d'écoles et on est quand même confronté à des problèmes de harcèlement. Mais disons que ça permet vraiment d'éradiquer pas mal de problèmes. Et après, je vous rejoins dans un constat. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, dans les questions de harcèlement scolaire, souvent, les harceleurs, eh bien, si on creuse un petit peu, c'est qu'eux-mêmes ont vécu des choses et il y a des origines. Et c'est là où on se sent impuissant, et c'est là où je pense qu'il faudrait essayer de mettre l'accent, parce que pour moi, il ne faut pas se contenter, quand on a affaire comme ça à des problèmes de harcèlement, de prendre le harceleur, le ou la harcelée, et puis de protéger la personne qui s'est fait harceler, bien sûr, de recadrer, on va dire, le harceleur. Au-delà de ça, il faut vraiment creuser avec le harceleur pour trouver l'origine de ces actes. Parce que c'est pas normal. N'importe quel enfant ne va pas développer ce genre d'attitude. Et c'est là où il faut creuser. Si on en reste simplement à recadrer l'enfant qui a harcelé, et j'allais dire à le remettre dans le bon chemin, oui, on protège les enfants que ça va faire souffrir. Par contre, on n'agit pas sur lui et lui, on ne l'aide pas. Et donc, il va pouvoir recommencer parce qu'on n'aura pas traité le problème de fond. Et c'est là où parfois, on est démunis. Parce que comment traiter le problème de fond avec les enfants qui harcèlent pour pouvoir eux-mêmes les faire grandir et les faire avancer et pour pouvoir éradiquer totalement ce problème. Et effectivement, dans le film retrace très bien ça. Quand j'ai regardé le film, ça m'a parlé parce que c'est des choses qu'on voit au quotidien. Et notamment, après, il y a des situations où ça se passe dans des endroits, voilà, les cours de récréation. On a beau être vigilant, on a beau être très vigilant, mais c'est très vite fait, Un enseignant qui a le regard tourné de l'autre côté et on peut passer au travers de quelque chose. Et donc vraiment dans la communication, c'est important d'agir également. Voilà. Merci beaucoup madame. Je crois que le temps qui nous était imparti est quasiment écoulé. Peut-être oui, une question dans la salle. À tous. Alors bonjour, merci à vous tous pour ces interventions et toutes ces informations que vous nous avez données. Donc je me présente, je suis élue à la ville d'Angoulême, déléguée aux droits des femmes, égalité femmes-hommes. Et je voulais poser la question à Monsieur Doilion, si le fait d'avoir appris comme harceler une petite fille et comme harceleur un garçon, c'était basé sur des statistiques. Est-ce qu'effectivement les petites filles sont plus souvent harcelées que les petits garçons? Très bonne question.
j'imagine un peu, mais vraiment, je ne suis qu'un pauvre cinéaste. Et là, du coup, de la statistique, il faut retourner vers des gens plus qualifiés que moi. Je n'étais pas... oui, c'est parti comme ça, parce que certainement, je suppose qu'il y a un peu plus de filles harcelées que de garçons harcelés, mais la statistique, je ne la connais pas. Voilà. Je ne sais pas si on la connaît. Alors, j'ai rien lu là-dessus, mais il y a un rapport de l'UNESCO sur le harcèlement scolaire. Peut-être qu'il y a une réponse, je vais regarder si je vois quelque chose. Ouais. D'accord. Ouais. Bonjour. Alors, attendez, l'UNESCO, pardon, écrit « Les auteurs sont plus souvent des camarades d'école que des enseignants », bon, heureusement, en particulier en ce qui concerne les garçons. Oui, je ne sais pas, ça ne répond pas à notre question. Je ne sais pas. Peut-être, mais je vous renvoie à la lecture de ce rapport, je suis sûr qu'il y a des choses là-dessus. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kira La Trompette. Donc, j'ai créé l'association Harcèlement, car j'ai moi-même subi du harcèlement scolaire. Et en tant qu'ancienne victime de harcèlement scolaire, ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'avoue, m'a énormément blessée. Donc je m'adresse à vous, Madame la procureure. J'ai entendu ce que vous dites par rapport à l'auteur de harcèlement, donc Kevin, dans le film, et je suis d'accord que lui aussi a besoin d'être aidé parce qu'il a des parents difficiles et une vie compliquée. Mais pourquoi tout tourne autour de lui? Enfin, vous avez parlé une demi-heure et vous n'avez pas dit une seule fois ce que vous faites de la victime. Parce que peut-être qu'elle vient d'une bonne famille avec de bons parents où elle peut parler, mais c'est une situation que moi je trouve normale, et que Kevin soit issu d'une famille horrible, très clairement, ne justifie absolument pas qu'elle se soit fait toucher et insulter et frapper dans la cour de récré. Donc ce qu'on fait à l'auteur, c'est important, et je pense que c'est d'autant plus important de savoir ce que vous faites aux victimes, parce que je ne l'ai pas entendu une seule fois pendant ce débat, et j'avoue que ça m'intéresse. Alors, c'est vrai que j'ai centré mon propos, parce que je suis partie de qu'est-ce que j'aurais fait du signalement s'il m'avait été donné. Et c'est vrai que dans le signalement, enfin, moi, c'est mon travail de parquetier de traiter les faits, les actes de délinquance et l'assistance éducative. Claire, il est évident que dans cette situation, elle ne relève pas d'une assistance éducative, ses parents, ils tiennent la route. Après, comme je l'ai dit, et je pense l'avoir dit, la justice, et notamment la justice pénale, ce n'est pas du tout la seule réponse à une situation. Dans la situation de Claire, effectivement, elle a l'accompagnement de ses parents, elle aurait peut-être besoin d'aller en parler avec un psychologue, mais quand on voit les parents, on se dit qu'ils ont la capacité à entendre si leur enfant en a besoin. Alors, je vois que vous dites non, peut-être. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une association d'aide aux victimes. Donc, on leur transmet les coordonnées des parents et des enfants. On les invite à prendre contact. Quand on estime que les parents d'une victime ne la protègent pas suffisamment, par exemple, ne veulent pas participer à l'action pénale ou ne veulent pas la représenter, on désigne, comme vous le disiez, Maître Morneau, un administrateur ad hoc, qui est un adulte qui va la représenter dans le cadre de la procédure pour défendre ses intérêts. Maintenant, loin de moi l'idée de dire que Claire n'a pas de place dans le système judiciaire. Simplement, ce que je voulais dire, et peut-être je l'ai mal exprimé, c'est que j'avais le sentiment, moi, en voyant ce film, que Claire, ce qui n'est pas le cas de toutes les victimes, elle a plus de chance, elle a plus de personnes à son écoute, elle a plus de soutien que Kevin, que je sens, moi, dans ce film, très seul. Et c'est vrai, je vous le concède, que mon cœur, il est allé, mon cœur, parce que j'ai fait ce choix de ce métier, qui est aussi de défendre ces mineurs en danger, et que l'image qu'on a du mineur en danger, qui est un adorable petit bambin, qu'on a tous envie de faire un câlin, et ben c'est pas ça, un mineur en danger. Les éducateurs, ils ont coutume de dire, des mineurs, ils sont attachants. Et ben oui, parce qu'en fait, le mineur en danger, souvent, c'est un gamin un peu insupportable, à l'école, à l'extérieur, et que du coup, on passe au-delà de ce côté insupportable pour aller chercher. Et moi, c'est vrai que, voilà, mais c'est aussi sans doute mon travers professionnel. Quand j'ai vu ce film, voilà, mon attachement, on va dire, il est allé spontanément vers Kevin, parce que je voyais en lui toutes ses failles et toutes ses difficultés, ce qui n'enlève rien au fait que
voilà, que cette petite Claire, elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien, et en même temps, je l'ai trouvée formidable dans ce film, ce qu'elle arrive à faire, la façon dont elle arrive à surmonter ce qu'elle a vécu, à finalement s'attacher à jeune Kevin, à créer un lien où finalement ils arrivent à une certaine complicité. Je trouve que c'est magnifique, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez plus être une victime, et moi c'est ce que je dis très souvent. Enfin, j'aime pas du tout à l'audience quand j'entends des avocats de partie civile dire de toute façon sa vie est brisée, maintenant c'est foutu. Bien sûr que être victime de quelque chose, c'est une épreuve terrible. C'est aussi parfois des épreuves dont je trouve sortent de plus belles personnes. On voit parfois à l'audience des gens qui du coup, en ont tiré des grandes forces. Alors c'est pas facile, c'est des cheminements très longs, c'est très douloureux, et je retire rien à toute la souffrance des victimes. Moi, simplement, mon rôle aujourd'hui, voilà, moi, on m'a demandé d'intervenir en tant que vice-procureur des mineurs qui s'occupent essentiellement des mineurs délinquants et des mineurs en danger. Et je sais qu'il y a d'autres professionnels qui vont s'attacher beaucoup plus à la prise en charge des victimes. Ça n'empêche, et vous avez eu raison de le dire, que j'aurais dû dire aussi que, bien évidemment, j'aurais transmis les coordonnées de Claire et de ses parents à une association d'aide aux victimes pour que lui soit proposée une aide. Parce que, et vous avez raison de le dire aussi, et on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des victimes de harcèlement ou d'autres choses qui deviennent des auteurs, faute d'avoir été pris en charge, accompagnés, d'avoir pu mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, trouver des bons partenaires pour surmonter ces blessures graves dont ils ont souffert. Et le film de Jacques Doyon montre bien la souffrance de la victime, de Claire. Oui, votre film montre bien la souffrance de la petite Claire. Ses nuits sont peuplées de cauchemars, elle va à l'école la boule au ventre, enfin, on voit tout ça dans le film. Oui. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, et si Dominique m'en donne l'autorisation, peut-être pouvons-nous... Juste peut-être dire un tout petit mot pour dire qu'il n'y a pas des mineurs en danger que dans les milieux carencés. On les voit mieux dans les milieux carencés, mais là où je vous rejoins sur le fait qu'il n'y a pas de déterminisme social, et ce que je voulais dire, c'était que ces auteurs de harcèlement, ça peut être aussi des enfants. Moi, j'avais assisté à une intervention d'une collègue qui juge des enfants dans le 16e arrondissement. Au début, ça a fait sourire tout le monde de dire qui a eu l'idée de demander une intervention de la juge des enfants du 16e de Paris. Parce qu'elle nous a raconté en termes de maltraitance physique, psychologique, mentale, c'était énorme. Et c'était d'autant plus difficile que c'était des parents beaucoup plus cortiqués, avec beaucoup plus de moyens, avec des avocats, avec... voilà. Et évidemment, ces enfants-là... J'ai un ami qui est avocat à Paris et qui défend les pauvres enfants riches, il appelle ça. C'est des enfants qui, eux aussi, sont en danger, alors pas par manque de moyens, et c'est sûr que leur souffrance, elle est moins visible, mais elle est tout aussi réelle, et ils la transcrivent souvent de la même façon dans des passages à l'acte de délinquance, et notamment du harcèlement. Merci beaucoup. Alors, Jacques, nous, on est des privilégiés, tous ici, on a vu votre film, mais il sortira l'année prochaine. Dans les salles, on sait déjà quand est-ce que c'est eux deux. Il faut demander au distributeur. La question lui a été posée par moi hier et il n'a pas de réponse. Donc, avec cette pandémie, on ne sait pas très bien. Tout le monde attend. Il y a trop de films qui peuvent sortir. Donc, il vaut mieux attendre une première vague de trop de films qui peuvent sortir dans les 2 mois. Et il vaut mieux jouer, l'attendre, semble-t-il, actuellement. Mais est-ce que l'attendre, ça va dire un film en décembre, en janvier ou en février? J'en ai aucune idée. Merci. Alors, je crois que monsieur le bâtonnier Cautrian souhaite dire un mot pour clore cette rencontre. Oui, je vais essayer. Oui. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre participation à cette conférence débat et de l'intérêt que vous avez bien voulu y apporter. Je tiens essentiellement à remercier également les intervenants qui sont derrière moi, à savoir Madame Bozzolo, Monsieur Jacques Doyon, Madame Schems, Virginie Morneau et Madame Obnas, et enfin Monsieur Nicolas Bacul, pour la qualité avec laquelle il a animé ce débat. Je tiens enfin à remercier
Madame Macron pour l'implication qu'elle a voulu manifester à l'occasion de cet événement et l'intérêt qu'elle a également manifesté pour les questions qui étaient posées. Enfin, je vous indique que Madame Aubenas procédera à la dédicace de son dernier ouvrage, L'inconnu de la gare, que je n'ai malheureusement de la Poste, pardon, que je n'ai malheureusement pas encore fini, car j'ai voulu dormir cette nuit. Et donc, elle se tiendra à votre disposition pour dédicacer ce livre. Enfin, oui, c'est cette dédicace qui va être faite à la sortie de cette salle.